Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, avant-dernière preview de la saison, on se dirige du côté de l'ouest et du nord-ouest, notamment des États-Unis, même le sud, vous me direz, avec la Pac-12, donc une division, une conférence pour laquelle il y a pas mal de choses à dire. Ces derniers temps, elle est un petit peu moins en vue, mais il y a des équipes qui reviennent, de grosses équipes, de gros noms du college football. Et on va démarrer tout de suite avec la Pac-12 South dans un premier temps, puis la Pac-12 North. Et toute première équipe, je suis avec ce soir, excusez-moi quand même, je l'ai présenté. Je suis avec notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State. Bonsoir tout le monde. Je suis avec ce beau gosse, Kevin d'Oregon. Salut tout le monde. Qui nous fait des signes à la caméra comme si vous nous voyez. Et je suis... le meilleur pour la fin. Voilà. Oui, c'est cela, oui. Gus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut tout le monde. Et tout de suite, on démarre avec Arizona State du côté de Tempe dans l'Arizona. C'est moi qui vais présenter Arizona State. Donc Arizona State, on le sait, c'est quand même une équipe, les Sun Devils, qui ont un gros potentiel depuis peut-être 2 ans. Ils ont notamment le quarterback Jaden Daniels qui est leur superstar. Donc on va un peu se pencher dessus. Déjà, on va démarrer par la rétrospective de la saison 2020. Alors, vous le saviez, la Pac-12 s'est organisée très tard pour organiser sa saison à cause du Covid. Finalement, il y avait 7 matchs de prévus par équipe. Il y en a très peu qui ont été joués. Il y avait pas mal d'équipes qui ont eu des cas contre Covid, tout ça, voilà. Pas mal d'annulations de matchs. Donc, il y a eu seulement 4 matchs pour Arizona State. 2 victoires, 2 défaites. Une victoire déjà pour le derby face à Arizona, 70-7, donc énorme victoire. Victoire notamment face à Oregon State, 46-33. Et des défaites face à USC, 27-28. Donc c'était un sacré match. C'était vachement. C'était la première journée en plus, je crois, donc c'était vraiment pas mal. Et une défaite face à UCLA, 18-25. Donc pas de bol et seulement 4 matchs pour Arizona State. Pas de quoi nous donner une bonne indication de l'équipe. Au niveau de l'intersaison, c'est la 4e saison pour Herm Edwards, qui est l'ancien head coach des New York Jets et des Kansas City Chiefs en NFL. Ils ont perdu un seul vrai joueur en NFL, c'est Frank Darby, le receveur qui est parti du côté des Falcons, receveur / running back, un peu hybride. Au niveau des commits, c'est seulement la 52e classe du pays et la 8e en Pac-12. Au niveau des 4 étoiles, on n'a pas grand monde. On a Isaiah Johnson qui est tout de même le 9e cornerback lycéen du pays. On a le 11e athlète, le 21e interior line, voilà. Et le reste du temps, c'est que des 3 étoiles. Au niveau des transferts, on en a eu pas mal parce qu'on a eu 7 transferts, dont 3 anciens 4 étoiles. On a notamment Travis Moore, qui était l'ancien meilleur DN en JUCO, qui est passé par LSU juste avant de transférer à Arizona State, et Jalen Conyers, qui est un tight end sophomore, donc seulement 2e année, qui arrive d'Oklahoma, qui est un des meilleurs tight ends de sa QV en 2019. Donc, une arme de plus pour Jaden Daniels, et notamment la revue de l'effectif. Ça sera Jaden Daniels, le titulaire, j'en parle depuis tout à l'heure, qui est donc un ancien 4 étoiles, le 2e meilleur dual threat quarterback en 2019, qui était donc une recrue phare pour le programme. C'était assez exceptionnel qu'ils choisissent l'Arizona. Il cumule en 2 saisons 22 touchdowns pour seulement 3 interceptions, plus 7 touchdowns à la course, donc quelqu'un d'assez précis. Et je le répète, il y a eu seulement 4 matchs de joués la saison dernière, ça enlève des stats. Ça sera le joueur à suivre, bien évidemment. Je vous invite tous à regarder vraiment Arizona State pour lui, parce que ça peut être quand même un des noms qui vont apparaître à la draft et pas vers le 5e ou le 6e tour, peut-être un peu plus haut. Donc à voir, cette saison en tout cas sera décisive pour lui. Au niveau des forces de l'équipe, on a quand même une bonne escouade de DB. Je pense notamment avec le cornerback Chase Lucas, dont on parle déjà depuis la saison dernière. Depuis 2 saisons plutôt, et le safety Evan Fields, qui est vraiment un des meilleurs safety de Pac-12. C'est quand même une room qui est assez profonde, il y a des joueurs plus ou moins expérimentés au niveau des DB, donc c'est ce qui pourra un petit peu soulager cette partie défensive, parce qu'on va voir juste après que tout n'est pas forcément bon pour la défense d'Arizona State. On l'a vu d'ailleurs la saison dernière avec tous les points encaissés. Au niveau du poste receveur aussi, ça sera assez intéressant. Alors, on parle quand même d'une fac qui a eu en termes de receveurs, donc Frank Darby la saison dernière, mais aussi Anki Hillary qui était premier tour chez les Patriots, et Brandon Ayuk qui était en 2020 le premier tour chez les 49ers, qui sort d'une grosse saison, Ayuk. Une des wide receiver U de Pac-12. Cette fois-ci, on arrive avec une escouade
pas forcément très expérimentée sur le terrain, mais une escouade remplie de 4 étoiles au poste receveur. Donc je pense qu'il faut harmoniser tout ça. Si ça s'entraîne bien pendant la off-season avec Daniels, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À voir à ce niveau-là. En revanche, la défense, il n'y a pas tout de bon. Hein. La D-line notamment est très peu expérimentée. On n'a pas de gros joueurs. C'est ce qui va un petit peu poser problème à Arizona State. Et on sait qu'il y a quand même quelques bonnes O-line du côté de la Pac-12. Donc je pense que ça peut être un problème voilà, cette saison pour l'équipe et qui vont surtout compter sur le nombre de points marqués, comme on l'a vu la saison dernière en mettant 70 points à Arizona et 46 à Oregon State. La question que tout le monde se pose, ou tout du moins que moi je me pose, c'est est-ce que Arizona State pourra prétendre enfin à un championship et surtout prouver que le programme fait vraiment partie du gratin de la conférence, vraiment du haut du panier de la conférence, que c'est un programme difficile à battre. Ça va être une saison pleine, donc c'est là où on va voir avec les matchs si c'est possible. Au niveau du calendrier, en week 1, eh bien, il démarre face à Southern Utah, hein, les ogres de Southern Utah qui vont poser beaucoup de problèmes à Arizona State, on s'en doute bien. En week 3, ils affrontent BYU qui sont quand même orphelins de leur quarterback Zach Wilson, mais aussi de pas mal de joueurs. Hein. Je pense à Dax Mine, je pense à leur D-tackle, j'ai oublié le nom, bref. Ils affrontent UCLA le 2 octobre, Utah le 16 octobre, USC le 6 novembre, Washington le 13 novembre, et ils terminent la saison face à Arizona pour la rivalité. Donc quand même un programme assez chargé. Et au niveau du pronostic, alors j'hésitais à leur donner ou bien 10 victoires, 2 défaites ou 9 victoires, 3 défaites. Les défaites, je les vois face à USC et éventuellement UCLA et peut-être face à Utah. Je vois bien Utah créer la surprise et s'imposer face à Arizona State. Donc voilà, au niveau de nos Sun Devils, en tout cas une bonne saison, ça va être sympa à suivre. Et encore une fois, hein, vous voulez voir du football fun, des bons receveurs, un quarterback qui sait lancer et courir, allez voir Jaden Daniels, allez voir Arizona State, c'est tout bénef. On va passer un petit peu plus au nord de l'Arizona, au nord-est de l'Arizona, dans une belle région et un des plus beaux stades du college football, faut le dire, c'est Colorado. Baptiste va nous en parler, c'est vraiment un programme sympa. C'est un programme sympa, en plus d'être des plus beaux campus du pays, un des plus beaux états du pays. Je pense que c'est aussi un des plus beaux uniformes et un des plus beaux logos aussi du college football, qu'on soit très clair. Enfin, en tout cas, c'est sur le papier un des programmes les plus sexy. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, on va pas se le cacher. Je fais un petit bisou à Buffalo's France, hein, qui est présent sur Twitter, qui j'espère va nous écouter. J'espère pas trop dire de bêtises, donc voilà, t'hésiteras pas à me reprendre si c'est le cas. Donc rapidement un petit détour pour l'année 2020, donc seulement 6 matchs de joués. Alors c'est vrai que c'était une année très bizarre, hein. Elio l'a bien rappelé, surtout la Pac-12 qui a lancé une saison un peu presque obligée, hein, par les autres conférences, hein, qui avaient toutes joué, donc elles se sont dit vite on fait quelque chose de notre côté aussi. Donc 7 matchs de privé au départ, seulement 6 matchs joués pour les Buffs, match contre Arizona State et USC annulé. Un bilan de 4-1, mine de rien, pour Buffalo avant le bowl game contre Texas. Et notamment un départ de 4-0. Ils ont commencé la saison à 4-0 et finissent par 2 défaites contre Utah, c'était à Boulder, pardon, et contre Texas lors de l'Alamo Bowl. Donc 2 grosses défaites qui vont ternir un peu le bilan des Buffaloes. Un bilan qui était presque inespéré en début de saison, puisque Carl Dowell, le nouvel entraîneur qui remplace Mel Tucker, qui était parti à Michigan State, a eu très peu d'entraînement, a dû composer avec ce qu'il avait, et tout le monde s'attendait à ce que Buffalo soit dans les abîmes du classement de la Pac-12. Ça n'a pas été le cas. Alors, ça n'a pas été faramineux, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, un bilan inespéré. Et Cardwell a carrément gagné le titre d'entraîneur de l'année en Pac-12, mérité au vu des attentes et des résultats. Pour rappel, Cardwell, c'était l'ancien entraîneur des Bruins du UCLA. Un passage mitigé, on va dire. Mais en tout cas, là, ça part bien du côté de Boulder. À l'intersaison, il y aura un changement au niveau des coachs, au niveau des coordinateurs défensifs. C'est Chris Wilson qui remplace Tyson Summer, qui a été viré après la performance un petit peu compliquée de l'Alamo Bowl contre Texas. Ils ont fait frapper quand même un coup sympa dans le portail de transfert avec l'arrivée de J.T. Schroetz qui arrive de Tennessee, un quarterback qui est plutôt intéressant. Alors malheureusement, on va voir on verra peut-être pas beaucoup sur le terrain cette année, mais en tout cas sur le papier, c'était une recrue très intéressante. Les fans de Tennessee en disent beaucoup de bien.
Il y a aussi l'arrivée du defensive end Blaine Toyle en provenance d'Arkansas, plutôt intéressant. Par contre, du côté des départs, Cady Nixon, le receveur le plus expérimenté, part du côté de USC. Et surtout, Sam Neuer, qui était le quarterback titulaire, part pour Oregon State, où il ne sera même pas titulaire. On en reviendra un petit peu plus tard. Du côté des départs à la draft, il y a eu un tackle, William Sherman, qui a été drafté du côté des Patriots au 6e tour. Et Mustafa Johnson, un defensive end plutôt intéressant, qui lui a été undrafted, et je ne sais pas où il est actuellement. Je dois avouer que je n'ai pas poussé la recherche jusque-là. Alors, au niveau de la revue d'effectifs, donc la question c'était le QB titulaire, qui sera-t-il entre J.T. Schroeder et Brandon Lewis, qui était le remplaçant et qui a joué des bouts de match en 2020. En fait, la question se pose plus puisque J.T. Schroeder s'est blessé au début du fall camp, donc ce sera Brandon Lewis, le sophomore, qui prendra les rênes de l'attaque avec pas mal de boulot a priori. Alors, il n'y a pas vraiment d'énormes stars dans cette équipe, des Buffs, mais en tout cas, 2 joueurs plutôt intéressants. C'est le duo de coureurs Jared Broussard et Alex Fontenot. Jared Broussard avait fait une très grosse saison à quasiment 1000 yards et 5 TD en seulement 6 matchs. Et Alex Fontenot a fait une saison très costaud en 2019 avec quasiment 900 yards. Donc ça va être un one-two punch assez intéressant. Du côté de la défense, il y a le linebacker Nate Landman qui est une grosse machine à plaquage, plutôt intéressant, et qui formera un duo avec Carson Wells, explosif. Carson Wells, retient bien ce nom, d'après les insiders, voilà, ça sera peut-être un des prospects qui va monter, en tout cas des joueurs très intéressants à suivre en défense du côté de la Pac-12 cette année. Donc, du côté des forces de l'équipe, on peut parler de l'offensive line qui revient avec 4 titulaires. Moins William Sherman, donc qui a été drafté, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Donc ça veut dire que les coureurs devraient avoir de quoi faire pour courir correctement derrière la ligne, de la même façon que Brandon Lewis pourra lancer plutôt tranquillement. Et notamment, il y a pas mal de profondeur au niveau de cette offensive line grâce au portail des transferts. Alors par contre, la question c'est le niveau de la défense. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué. La défense a eu beaucoup de mal contre la course l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de grosses recrues, il n'y a pas vraiment de signes positifs pour l'instant. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. De la même façon, il y a un poste, il manque cruellement de playmaker au poste de receveur. Il y a un certain Brennan Rice qui est dans l'effectif, fils de. Voilà. La question c'est est-ce qu'il sera capable de reprendre le flambeau d'un Laviska Shenault par exemple. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais c'est vrai que du côté de receveur, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Brandon Lewis arrivera à tirer l'effectif vers le haut, parce que beaucoup de choses vont se passer au niveau de ce poste de receveur, qui aura quand même des coups des franches avec ce duo de coureurs plutôt intéressant. Donc voilà, il y aura la question du quarterback à se poser. Alors au niveau du calendrier, le calendrier des Buffs, autant l'année dernière il était plutôt sympathique, autant cette année c'est très compliqué, notamment sur les matchs en dehors de la conférence, avec le déplacement, le match sur terrain neutre à Denver, au terrain des Denver Broncos contre les Texas A&M Aggies, suivi la réception des Minnesota Golden Gophers. Donc voilà, ça fait 2 très gros matchs en week 2 et 3 à jouer. Et c'est pas impossible que les 2 matchs soient perdus. Contre Texas A&M, qu'on soit très clair, s'il y a victoire, ça sera un très gros exploit. Contre Minnesota, presque pareil, même si le match est à domicile. On pourrait regretter l'absence du Rocky Mountain Showdown, qui est le match de rivalité contre Colorado State, qui est malheureusement repoussé à 2023. Donc voilà, donc c'est un début de calendrier qui est pas simple. Donc en plus de Texas A&M et de Minnesota, c'est suivi de Arizona State et USC. Donc ça fait 4 gros matchs qui s'enchaînent contre probablement les 2 meilleures équipes de la Pac-12 South. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué. Après voilà, la fin du calendrier est plus simple, mais il y a quand même un déplacement à Oregon, déplacement à California, déplacement à UCLA, réception de Washington, déplacement à Utah. Mon pronostic, honnêtement, ça sera un 3-9. Vu le calendrier, vu les forces de l'équipe, je vois mal plus de 3 victoires. Alors, ils me feront peut-être mentir comme ils nous ont fait mentir en 2020, mais j'ai quand même du mal à croire à plus de 3 victoires. Et un bowl game, ça serait miraculeux. Voilà, donc je suis désolé, les Buffaloes du Colorado, j'ai un petit peu de mal à les voir très performants cette année. Augustin, est-ce que toi, tu as un peu plus d'espoir pour Utah ? Alors oui, j'ai un petit peu plus d'espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça tient en plusieurs mots. Le premier, c'est Kyle Whittingham, le head coach des Utes, qui est en place depuis maintenant 16 ans, depuis 2005. Je rappelle qu'il a été notamment le D-line de l'équipe dans les années 90. Donc c'est vraiment un gars de la maison. Il a même connu la Mountain West à l'époque où Utah était dans cette conférence avant de rejoindre au début des années 2010 la Pac-12.
On part sur une petite rétrospective 2020. Alors, vous le savez, les calendriers ont été tronqués par le Covid. En 5 matchs, ils ont glané 3 victoires pour 2 défaites. 2 défaites face à USC et Washington. J'ai envie de dire assez logique. Puis des victoires face à Oregon State, Colorado et Washington State. Donc rien de bien incroyable. J'ai envie de dire que cette saison n'a pas donné beaucoup d'enseignements, si ce n'est que certaines parties de l'équipe devront s'améliorer cette année. Comme je vous l'ai dit avant, Kyle Whittingham est toujours lead coach. J'aimerais appuyer sur ça parce que ça montre la grande stabilité de cette équipe qui se sépare rarement des coordinateurs offensifs et des entraîneurs de position. C'est une des équipes les plus stables du college football. Au niveau de la revue d'effectifs, tous les regards seront braqués sur la compétition pour obtenir le poste de titulaire au niveau du quarterback. Alors ça va se jouer entre 2 joueurs. Cameron Rising, qui était déjà là l'an dernier et qui avait eu quelques snaps, et Charlie Brewer, le transfert de Baylor. Je vous présente plus, Charlie Brewer, c'est 4 années titulaire à Waco, 10 milliards à la passe et à la course en carrière. Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks en college football, mine de rien, qui sont capables de faire de tels stats, qui peuvent se targuer d'avoir des chiffres pareils. On espère de lui qu'il devienne le dernier grand quarterback, on va dire le bon quarterback à Utah depuis Alex Smith. Alex Smith, c'était le début des années 2000. Ça a été un peu plus compliqué sur ce poste ces dernières années. Mais bon, on espère que son expérience va apporter à cette équipe plus de certitude parce que là, je vais vous montrer que c'est vraiment le chaînon manquant. En attaque, Utah pourra compter sur une running back room assez bonne. Alors, je ne peux pas parler de cette room de running back sans évoquer le décès de Ty Jordan, qui était le meilleur joueur freshman l'an dernier de Pac-12, qui est décédé en fin de saison, juste après Noël. Donc, Utah a dû aller combler ce manque, si je puis dire, sur le portail des transferts avec le running back d'Oklahoma, TJ Pledger, The Fourth, et le running back Chris Curry en provenance de LSU. Mais aux dernières nouvelles, aux dernières déclarations de Kyle Whittingham, le titulaire devait être Micah Bernard, qui est un redshirt freshman qui a en fait impressionné le coaching staff durant ce printemps et cet été. Tout ça donne une belle running back room. Elle aurait été encore meilleure avec Ty Jordan, mais je trouve qu'elle sera très performante, d'autant plus qu'elle pourra courir derrière une O-line qui sera aussi une force puisqu'elle voit le retour de toute la ligne, même les remplaçants. Et je vous conseille de garder un œil sur le capitaine, le centre Nick Ford, qui était First Team All Pac-12 l'an dernier. Autre joueur star dans cette attaque, c'est le tight end Brand Crews, qui sera véritablement la star de cette équipe avec le linebacker Devin Lloyd. Il est l'un des meilleurs tight ends du pays et il sera secondé par Cole Fotheringham. Ces 2 joueurs en fait constitueront l'une des meilleures tight end room du pays. Je la mets au même niveau ou peut-être un petit peu en dessous de celle d'Iowa State avec Charlie Collard et son backup dont j'ai oublié le nom. Ça sera aussi une room très intéressante à regarder du côté de Salt Lake City. Par contre, du côté des receveurs, ce sera plus compliqué avec le départ de joueurs sur le portail des transferts. Des jeunes devront absolument émerger aux côtés des expérimentés Brittain Covey et Solomon Ennis. Mais bon, je me fais pas trop de soucis avec des gars comme Brandcliffe et Cole Fotheringham. Là, c'est vraiment un problème de reach quand tu as ce genre de tight end et ces 2 bons receveurs que j'ai cités. Mais bon, ça serait bien qu'un mec quand même se démarque. Du côté de la défense, il y aura 10 starters de retour. Vous le savez ici, depuis le live de la draft, à The Trick Play, on aime les défenses qui cognent. Et là, je peux vous dire que celle d'Utah, elle cogne fort. Elle a toujours été rugueuse et ça serait tombé dans le cliché de dire que c'est parce qu'il n'y a que des joueurs polynésiens, mais je dois absolument vous le signaler. Par exemple, la D-line sera composée exclusivement de joueurs polynésiens. Les Vianemoala, il y a 3 Putua Tao, il y a des Kofusi, Vimai, Pepa, Tafuna. Donc, il y a une vraie culture autour des Samoans, des Tongiens, enfin des Polynésiens ou même des Avoyens. Et ça depuis plusieurs années. Et au sein de cette D-line aux accents polynésiens, la star, ce sera Maika Tafua. Il y a aussi le poste de linebacker qu'il faudra regarder de près avec notamment en figure de proue Devin Lloyd.
qui était le meilleur plaqueur de l'équipe l'an dernier. Et lui, il sera candidat au titre de Deep Boy de la conf. Et pour l'anecdote, il sera secondé par un Sewell, encore, hein, après Noah, Penny Sewell, et aussi un mec, je crois que c'est un cousin qui est à Nevada ou un frère. Bah là, il y en a il y en a un quatrième avec Nefi Sewell, qui est aussi un très bon joueur, très physique et qui sait un peu tout faire. Un tackle for loss, sac, la couverture. Donc encore un beau joueur que la famille nous a fourni. Et enfin, du côté de la secondary, elle sera intégralement de retour. Il manque juste un élément manquant. Et oui, je rappelle, les Utes jouent dans un backfield à 5. Ça avait été un petit peu compliqué l'an dernier, mais bon, avec 4 matchs, et surtout que c'était une année de reconstruction pour la secondary, j'ai envie de me dire que cette année, ça sera mieux. Ça sera sûrement mieux, même certainement. En bref, c'est une défense qui est stable avec les qualités qu'on lui connaît depuis quelques années maintenant. La question que tout le monde se pose, c'est Charlie Brewer est-il la solution pour emmener ce groupe en finale de la Pac-12 ? Alors, est-ce que parler de finale de Pac-12, c'est ambitieux ? Je pense que quand tu as des joueurs comme ça, un coach de cette réputation, une telle stabilité, tu dois viser une finale de la Pac-12. Alors, sur leur chemin, je vous ferai le calendrier après, il y aura des équipes difficiles à aller chercher, mais moi, je pense que c'est possible. Donc, je pense que Charlie Brewer peut emmener ce groupe parce qu'il dispose d'une expérience qui est limite incomparable en college football. Qui a joué plus de matchs que lui, à part les Nick Starkel? Enfin, il faudrait que les gars, vous me donnez des mecs qui ont fait plus de matchs que lui. Il doit en être à une quarantaine, quoi. Enfin, c'est quand même énorme pour un joueur de college football. Je rappelle qu'il est titulaire depuis sa saison freshman à Baylor, c'est quelque chose d'énorme. En plus, il aura une super bowl line, des bons running backs et une belle soupape de sécurité avec le tight end Brent Cuff. Oui, Baptiste? Ouais, faire attention quand même avec les problèmes de concussion pour Charlie Brewer. On savait que sur la saison, pas 2020 mais 2019, il a été très souvent touché au niveau de la tête. C'est un joueur qui a tendance à se blesser assez souvent, donc c'est un très très bon joueur, hein. Effectivement, il a énormément d'expérience, mais je vois mal faire une saison complète pour les Utes, hein. Je souhaite me tromper, hein, pour eux, mais voilà, c'est attention quand même, quoi. J'espère pour lui, mais de toute façon, la O-line sera meilleure que celle de Baylor. Au niveau du calendrier hors conférence dégueulasse, Weber State, BYU et San Diego State. Bon, heureusement, l'année prochaine, Utah jouera Florida. Ça sera un match super sympa en 2022. Et après, le calendrier Pac-12. Alors là, pour le coup, on ne peut pas dire qu'ils ont eu de la chance. Ils vont se taper UCLA, Oregon, Arizona State et USC. Quasiment tous les gros. C'est pour ça que je dis que le calendrier est compliqué et c'est peut-être ça qui va mettre fin à leurs espoirs d'accéder à une finale de la Pac-12. Chaque année, par exemple, les équipes comme Oregon ou Arizona State arrivent à éviter une équipe comme Washington ou USC. Et on sait qu'il faut un petit peu de chance pour arriver à ces objectifs en college football, notamment sur le terrain du calendrier. Mais bon, moi j'y crois, ça reste possible, c'est ce qu'ils doivent viser, la finale de la Pac-12, et ça passera par des victoires face à Secador. Bien, très bien. Merci Gus pour cette preview de Utah. Utah qui compte parmi les meilleurs quand même en Pac-12 South. On va passer des meilleurs au pire du pire, et c'est Arizona, donc du côté de Tucson, la deuxième fac de l'Arizona. Alors Arizona, c'est très compliqué. On sort d'une saison à 0, 2 matchs annulés déjà, pour un peu adoucir le début, mais 0 victoire pour 5 défaites, avec des défaites notamment face à USC. Par contre, défaite close, hein, face à USC, 30-34, voilà, il fallait le notifier. Et défaite face à Washington, UCLA, Colorado, et la raclée face à Arizona State, donc 77 pour les Sun Devils. Arizona, qu'est-ce qui s'est passé durant l'intersaison? Il s'est passé pas mal de choses. On a eu Kevin Sumlin, l'ancien head coach de Texas A&M, et donc qui était le head coach d'Arizona, qui a été littéralement viré et qui a été remplacé par Jedd Fisch. Alors Jedd Fisch, c'est l'ancien offensive assistant un peu partout en NFL. Il a fait plein de teams en NFL à des postes d'assistant offensif. Récemment, il était chez les Rams, puis ensuite il a été QB coach en 2020 pour les Patriots. Il a notamment été coordinateur offensif assistant du côté de UCLA il y a quelques saisons et coach intérimaire pour UCLA. Il a emporté avec lui dans sa poche l'offensive coordinateur Brennan Carroll,
qui était l'ancien run game coordinateur, puis ancien assistant online chez les Seahawks de Seattle en NFL. Et le defensive coordinateur Don Brown, qui était l'ancien defensive coordinateur de Michigan pendant 4 ans, donc pas mal d'expérience, parce qu'on sait que Michigan ont sorti quand même de gros défenseurs à la draft sur les 4 dernières saisons. Voilà. Au niveau des pertes en NFL, on a surtout la grosse perte de Gary Brightwell, qui était le running back stars, qui a été drafté, je crois, au 6e tour, si je ne dis pas de bêtises, par les Giants de New York. Et le defensive tackle Roy Lopez, qui a été drafté par les Houston Texans. Au niveau des commits, c'est la 77e classe nationale, comme on pouvait s'en douter, ça n'allait pas être très haut. La 11e en Pac-12, ils ont seulement des joueurs 3 étoiles. Le meilleur joueur qu'ils aient, c'est le 61e meilleur running back du pays, lycéen en 2021, pour la classe 2021. Donc voilà, c'est pas vraiment ça. On verra si Jetfish sur les prochaines sessions de recrutement pourra un petit peu améliorer la réputation de l'équipe. Au niveau des transferts, on a 12 transferts, dont 2 4 étoiles. Et on a notamment en transfert Drake Anderson, qui est l'ancien running back de Northwestern, qui cumule, je crois, une dizaine ou un peu plus de touchdowns pour Northwestern. Donc ça, c'est assez intéressant. Et on a un départ dans le sens inverse du quarterback titulaire, Grant Gunnell, du côté de Memphis. On en parlait pas mal de Gunnell en donnant son potentiel. C'était un gros joueur de high school au Texas. Il avait cassé pas mal de records là-bas. Et finalement, il ira du côté de Memphis où il pourra lancer à foison. C'est exactement ce qu'il souhaite. Au niveau de l'effectif d'Arizona, le quarterback titulaire sera probablement Jordan McLeod, qui est un transfert, donc j'en ai pas parlé dans les transferts juste avant. C'est un transfert de USF, University of South Florida, avec 21 touchdowns, 10 interceptions, 2770 yards, plus 5 touchdowns à la course en 2 saisons. Il apporte quand même une sorte de bagage. Il a été titulaire, c'est important. Il sera accompagné de Gunnar Krause, qui est l'ancien quarterback de Washington State, et de Will Plummer, qui est le freshman 2e année. Will Plummer qui était présent au Elite 11 à l'époque, juste pour mentionner quand même qu'il devrait savoir lancer si jamais on a besoin de lui. Au niveau des joueurs stars ou du joueur star à suivre, c'est le cornerback sophomore Christian Roland Wallace, qui est potentiellement un All Pac-12 player cette année, qui a été utilisé qui a été titulaire pour 13 matchs en 2 saisons, donc c'est assez important. C'est un joueur qui arrive avec de l'expérience et qui sera clairement une des seules pièces maîtresses de cette équipe et de la défense d'Arizona. Au niveau des forces de l'équipe, le poste running back contient quand même une bonne room, avec 3 joueurs qui sont assez, qui partageaient pas mal les snaps avec Gary Brightwell. Au niveau des postes défensifs, j'ai dit que le cornerback Roland Wallace était donc important, mais il y a aussi un autre cornerback qui est arrivé, donc je vous ai dit qu'il y avait 2 4 étoiles qui étaient arrivés en transfert. C'est un des deux, c'est Isaiah Rutherford, qui était l'ancien 4 étoiles de Notre-Dame. Une petite paire de cornerbacks qui peut un petit peu assurer au niveau des faiblesses de l'équipe. C'est un peu toute l'équipe, mais principalement la D-line, le poste de linebacker et la O-line qui doit se façonner parce qu'on n'a que des joueurs inexpérimentés. La question que tout le monde se pose à propos d'Arizona, est-ce qu'Arizona aura les moyens de se sortir à la tête de l'eau? Est-ce que Jetfish peut devenir un bon head coach de college football? Parce que Jetfish, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'expérience en NFL, un petit peu en CFB, mais voilà, il va falloir passer ce cap et essayer de s'adapter à une situation où on doit reconstruire un programme étudiant, d'athlètes étudiants avec des joueurs qui veulent venir chez soi. L'Arizona, c'est quand même un vivier assez intéressant et proche d'État aussi qui peuvent être intéressants au niveau des prospects. Donc voilà, est-ce que Jetfish va réussir à s'installer durablement dans le college football et notamment du côté de Tucson? Au niveau du calendrier, il démarre en week 1 face à BYU. BYU, je crois qu'ils affrontent toute la Pac-12 apparemment. En week 2, ils affrontent San Diego State. Ça sera un bon test. Franchement, pour le coup, c'est le genre de match qui peut être assez sous-coté et intéressant à voir. Et puis, on connaît, je l'ai dit tout à l'heure, mais la rivalité face à Arizona en dernière journée, ils vont se taper des gros morceaux. Il y aura Oregon, il y aura Washington, il y aura USC, il y aura UCLA. Grosso modo, bonne chance, les gars. Et pour finir, au niveau du pronostic, je mets 2 victoires pour 10 défaites ou 3 victoires pour 9 défaites. Alors, des victoires forcément face à Northern Arizona, voilà, le petit cupcake.
Washington State, je pense que c'est possible, et peut-être California. Ça sera tout pour l'ancienne fac de Rob Gronkowski, parce qu'il faut le dire, hein, c'est quand même la superstar qui est sortie de cette fac. Du côté de Los Angeles, cette fois-ci, on va pas aller voir USC, on va aller voir UCLA. UCLA qui va nous être présenté par Kevin. Alors, je sais que Kevin, vous l'avez déjà entendu dans un épisode précédent. Ça doit vous faire bizarre parce qu'on passe un peu de Robin à Kevin en spécialiste Pac-12 et Oregon, notamment chez nous. Mais voilà, Kevin qui est voilà, alors, juste on va te présenter 10 petites secondes, mais tu fais quoi dans la vie? Tu fais head coach? Non, pas de n'importe quoi. Tu fais offensive coordinator, tu as été QB coach et C'est ça, dans une des plus grosses équipes françaises en plus. C'est ça, j'ai quelques années de coaching derrière moi maintenant et je suis coach d'offensive, coach QB au Flash de la Courneuve dans l'équipe Détroit. Depuis quelques années maintenant et j'ai rejoint Robin et Romain sur Dux France il y a quelques mois de cela pendant le deuxième confinement et ça fonctionne très bien et donc là j'ai volontiers accepté votre invitation pour le prévu d'Oregon sur la Pac-12. Et puis on aura un petit mot aussi de Kevin par rapport à Washington State tout à l'heure, on vous en dit pas plus. Kevin, UCLA, comment ça va se passer en 2021? Disons que j'avais un a priori sur UCLA et puis avec les tapes ça a peut-être un peu changé. On va d'abord revenir sur 2020 bien sûr avec je reviendrai pas sur la situation Pac-12, Covid, tout ça. Donc, à part le fait que comme beaucoup d'équipes ils ont eu un match annulé en week 2 contre Utah. Ils ont un bilan de 3-4 sur l'année, donc 3 victoires contre Cal, Arizona et Arizona State et 4 défaites contre Colorado, Oregon, USC et Stanford. Le point positif pour eux, c'est que sur les 4 défaites, ils ont un déficit cumulé de seulement 15 points, ce qui est vraiment pas beaucoup, surtout quand on voit les équipes contre qui ils perdent, notamment Oregon, USC et Stanford. Donc vraiment encourageant pour 2021. Encore une fois, pas vraiment de moment fort hein, sur la saison qui a été pas mal en demi-teinte, si ce n'est ce stretch de 3 victoires en 4 matchs où en fait ils prennent leurs 3 victoires presque dans le même momentum, dans le même mois, et des victoires assez tranquilles d'ailleurs, hein, contre Cal, Arizona et Arizona State. Même si effectivement il faut mettre un petit bémol sur le fait que, comme tu as dit tout à l'heure, c'était un peu les équipes les moins fortes de la conf. Pour ce qui est du coaching staff, pas vraiment de changement, hein. Chip Kelly est toujours aux manettes. 4e saison pour les Bruins. Il a un record qui est pas terrible. Moi qui suis fan d'Oregon, du coup, je connais un Chip Kelly dominateur et là il est quand même à 10-21 en carrière avec UCLA, donc c'est pas terrible. Justin Fry a gardé le poste d'offensive coordinateur et alors je voulais revenir sur la situation du defensive coordinateur qui est un peu particulière à UCLA. J'ai vu ça avec quelques insiders. Apparemment ce serait Jerry Azinaro qui serait le DC officiellement. Donc sur les papiers, hein, quand on voit le roster sur internet, il n'y a pas de souci, c'est Azinaro. C'est un ancien coach qui était déjà à Oregon avec Chip Kelly, qui était chez les Eagles et les Niners avec lui aussi, il l'a suivi à UCLA. Mais depuis la saison dernière, donc Kelly a ramené Brian Norwood, qui est l'ancien DC de Navy et K-State. Techniquement, il gère le passing game et les DB, mais officieusement, visiblement, ce serait lui qui ferait le play calling. Donc il y a aussi ce côté qui est pas hyper génial pour la défense, on y reviendra un peu après, où il y a un peu cette dichotomie entre qui est le DC officiel, qui appelle les jeux, qui a vraiment le pouvoir. C'est un peu compliqué leur situation. Donc c'est pas idéal pour que la défense performe, et j'y reviendrai après. C'est peut-être une raison du fait qu'ils ont vraiment du mal en défense. Sur le portail des transferts, équilibré, c'est la seule équipe que j'ai vue aussi équilibrée. 8 départs, 8 arrivées. La plus grosse perte sur le portal reste quand même Elijah Gates, qui était leur starting corner, pardon. Ancien 4 étoiles qui est parti à Fresno State, qui un peu comme BYU vont jouer pas mal d'équipes de Pac-12 cette année. Et 8 arrivées, dont l'une des plus grosses reste quand même, tu parlais de Michigan tout à l'heure, Zach Charbonnet, l'ancien running back de Michigan, et Jay Toya, le D-line de USC, qui devrait compenser chacun d'ailleurs la draft des 2 meilleurs joueurs de chaque côté du ballon pour UCLA, qui étaient Demeric Felton, le running back, et Osa Odigizua, pardon, pour moi pour la prononciation. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont récupéré 2 défenseurs de Notre-Dame, Devin Aopiu, linebacker 3 étoiles, et Jordan Genmark Heath. Et ils ont aussi récupéré un linebacker de Bama, Alekao. Alors c'est un peu particulier son cas, il était recruté 4 étoiles, il était downgrade 3 étoiles après ne presque pas avoir joué pour les Crimson Tide. Donc il était downgrade sur 3 étoiles sur 24/7.
Il faudra voir ce que ça donne. Un peu pas facile d'avoir de la tape sur lui, d'avoir le sample size est très réduit pour aller KO. À noter le transfert du QB 3 étoiles et encore redshirt freshman Ethan Gabbers qui vient de Washington, qui est possiblement le QB du futur parce que le quarterback numéro 1 dont on parlera juste après est senior et donc partira à la fin de l'année. Et le QB numéro 2 n'apporte pas énormément de garanties, donc possiblement QB battle à la fin de la saison. Petite chose à noter, on n'en a pas forcément parlé, mais je crois que c'est le cas pour presque toutes les équipes de Pac-12. Le stade réouvrira à 100% à l'automne pour le début de la saison. Et c'est très important parce que pour UCLA joue dans le mythique Rose Bowl de Pasadena. Donc toujours agréable d'avoir des spectateurs dans ce stade qui a reçu tellement de gros événements et qui est toujours agréable à voir un match joué dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, l'ouverture sera dès le 28 août, dès samedi prochain contre Hawaï. Pour ce qui est de l'effectif en général, ils ont 10 returns parmi les joueurs de l'offense. Grosse stabilité au niveau de cette escouade-là. Le QB starter sera Dorian Thompson-Robinson ou DTR pour les intimes. Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il soit starter. Il n'y a pas de. Pour avoir vu les tapes 2020, il est au-dessus de. Je crois que c'est Griffin, son backup, Chase Griffin, effectivement. Donc voilà, il n'y aura pas de doute là-dessus. Senior, il a eu un peu de mal sur ses 2 premières années, mais énormément de progrès en 2020. Et 5 starts, 65% de passes complétées, 12 TD pour seulement 4 inter, 156-26 de pass efficiency rating, pardon, donc le QB rating, qui est quand même le plus haut pour un QB du CLA depuis 2005. C'est un QB dual threat, donc c'est un gros plus pour le système de option, RPO que Chip Kelly aime bien jouer. Je rentrerai pas dans le débat qui est DTR contre Chase Griffin. On a vu que Griffin a starté 2 matchs cette année, notamment le match contre Oregon d'ailleurs. DTR est clairement meilleur, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste pour la petite anecdote, Dorian Thompson-Robinson était au lycée le remplaçant et le receveur. Il jouait receveur en attendant, mais c'était le QB2 derrière Tate Martell à Bishop Gorman à côté de Las Vegas. Voilà pour la petite anecdote. Et pour l'instant, il y en a un qui était attendu pour s'en sortir bien mieux. Eh bien, c'est le numéro QB2 qui a gagné sa place titulaire en CFB. Voilà. En running, donc comme j'ai dit tout à l'heure, énorme perte lors de la draft de Demeric Felton, qui est très clairement et pour moi de loin le meilleur joueur offensif de UCLA en 2020. Sur certains matchs, il tient l'offense à bout de bras. Je crois que c'est contre Colorado où je crois que c'est Baptiste qu'on a parlé tout à l'heure. Effectivement, Colorado se fait rouler dessus par UCLA et Felton y est vraiment pour beaucoup. En plus, c'est un bon receveur. Il était top 3 dans la Pac-12 en running back avec Verdell d'Oregon, dont je parlerai tout à l'heure, et Broussard de Colorado. Par contre, très bon coup effectivement sur le portail de transfert avec l'arrivée de Charbonnet, qui était quand même à 6 yards par course à Michigan, même si la O-line n'est pas la même à Los Angeles qu'à Ann Arbor. Mais il y a quand même un nice un one-two punch qui est vraiment pas mal avec Britton Brown, qui est un très bon backup, qui a très bien su suppléer Felton il a eu une petite blessure Felton en milieu de saison. Et surtout leur O-line, même si elle n'est pas aussi bonne comme je viens de le dire que Michigan, ils retournent quand même leurs 5 starters, ce qui est non négligeable pour une O-line d'avoir cette expérience commune. Les 2 qui seront à surveiller, ce sera le left tackle Sean Ryan et le centre Sam Marazzo. Leur meilleur skill player après le départ de Felton, c'est leur tight end. Ça arrive pas souvent. Greg Dulcich, c'est la cible préférée de DTR. C'est un vrai problème pour les défenses, surtout sur tout ce qui est tracé sim, donc le long des hash marks en plein milieu. Il est souvent tout seul, il est très physique. Leur seul problème, c'est vraiment qu'au niveau des tight ends, il est littéralement tout seul. Il est tout seul. Je parle pas dans l'effectif, mais il n'y a pas grand monde qui peut jouer au niveau Pac-12, au niveau FBS derrière lui. Sachant Chip Kelly, il aime bien jouer avec des personnels 12-13, donc qui ont 2 voire 3 tight ends, c'est un peu compliqué. Donc gros besoin de rester en bonne santé pour lui. Et après, l'autre cible importante de Thompson Robinson, ce sera Kyle Phillips, le slot receveur, qui a 12 catchs de plus que tous les autres receveurs réunis de UCLA en 2020. Petite info, c'est qu'il n'est pas... J'ai vu un truc d'insider qui disait qu'il n'était pas flashy. Il était décrit comme solide if unspectaculaire. Donc en gros, c'est le mec, tu sais, qui va te faire tes catchs, mais il n'y a rien de
Il n'y a rien d'extravagant, quoi. Un petit dédicace à lui, un petit Michael Thomas, quoi. Le mec, tu sais qu'il va catcher plus que tout le monde, c'est ce qu'il va faire, mais il n'y a pas de catch de 60 yards, il catch pas sur la tête d'un mec, mais voilà, il est là, il fait ses catchs, il fait ses yards, il fait avancer les chaînes, c'est le principal, quoi. Pour ce qui est de la défense, 9 retours, donc là encore, grosse stabilité. Donc les deux départs, c'est Odigizua à la draft et Elijah Gates sur le transfert de Portal à Fresno. Plus gros chantier, selon moi, ça reste la défense, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, la situation de coaching n'arrange pas les choses, mais pour moi, en ayant vu les tapes, le plaquage, j'ai l'impression de voir du football français, en fait. Je sais que vous en parliez pendant la preview de la SEC West, je crois. Je sais plus qui vous disiez qu'il avait manqué beaucoup de plaquage. Je crois que c'est Guillaume qui disait que c'était le cas de tout le monde avec une saison Covid où tout le monde n'a pas forcément pu s'entraîner. Non, j'ai vu des matchs, comment ça s'appelle, SEC, j'ai vu des matchs Pac-12 des autres équipes. UCLA, leur plaquage, c'est un scandale. C'est aberrant. C'est pas du plaquage du niveau d'une équipe de FBS. Donc j'espère pour eux que le fait d'avoir une off-saison complète et un minimum de stabilité va les arranger. Mais malheureusement pour eux, si jamais ils règlent pas ce problème, il n'y a rien à faire cette saison. Ils prennent un nombre de first down, de big play, de touchdown sur des plaquages manqués, surtout les premiers plaquages. Et si jamais vous me croyez pas et que vous pensez que je fais dans l'hyperbole, ben vous irez regarder le premier TD de USC sur le USC du CLA. Le TD c'est London, je crois. Et en fait, il y a littéralement 6 plaquages manqués. J'ai pas dit il a pas cassé des plaquages, c'est des plaquages manqués. Il m'a un TD de 60 et quelques yards. Voilà, ça, pour moi, c'est le snapshot de la saison défensive de UCLA. Et il va vraiment falloir qu'il règle ce problème-là. Les meilleurs joueurs en défense, ce sera Quantrez Knight, donc qui est arrivé en 2020 via le transfert portal de Kent State. C'est leur nickelback, un peu ce qu'on appelle le jack of all trades. C'est le mec qui fait tout. Il bouge partout sur le terrain, surtout un nickel, mais c'est le mec qui est toujours autour de la balle. Il a ce feeling du ballon et c'est vraiment leur meilleur joueur en défense. Il faudra aussi surveiller leur inside linebacker Caleb Johnson, qui était leur leading tackler en 2020. Ils sont sur un schéma 4-2-5, qui est, je crois que c'est Gus en parlait tout à l'heure, avec donc 5 DB. Beaucoup de blitz, moi ça me perturbe. En fait, ils ont une D-line qui a pas un niveau de pass rush de fou. Et ce qui fait qu'ils ont beaucoup de blitz DB, beaucoup de cover 0 et ils ont beaucoup de mal avec ça. Et j'en viens juste après, ils n'ont pas les DB pour jouer en man-to-man derrière, quoi. C'est ça leur problème, surtout avec le départ de Gates. Donc ils ont un pass rush décent, je vais dire décent quand même. Premier en Pac-12 avec un peu plus de 3 sacs par match, mais les DB leur facilitent pas la tâche en fait. Force de l'équipe, ça va être l'expérience, parce que 19 joueurs de retour, c'est clairement pas négligeable. Je crois que ça doit être l'équipe de Pac-12 qui a le plus de returning starters. Et l'offense, elle est stable. Enfin, pardon, l'attaque est stable, il n'y a pas de souci. Il ne devrait pas y avoir de baisse de niveau à ce niveau-là. Et les faiblesses, comme je vous ai dit, le tackling, quoi, en fait. Si ne règle pas ce tackling, ça va être très compliqué. Question majeure, c'est est-ce qu'on assiste à la dernière saison de Chip Kelly? Parce que mine de rien, Chip Kelly sur sa 4e saison, comme je dis tout à l'heure, 10-21 de bilan, c'est pas ce qu'on attend d'un coach qui a autant réussi avec Oregon à l'époque. Je pense pas que UCLA l'ait fait venir pour qu'il soit à 10-21 en bilan. Donc j'espère pour lui que là, je pense qu'il a le meilleur effectif qu'il ait jamais eu sur ces 4 années et surtout une très bonne stabilité, comme je l'ai dit. Donc je pense que s'ils n'ont pas les 6 victoires et ils ne sont pas bowl eligible, ce sera très très compliqué pour lui de rester. Il y a des chances qu'il passe par la porte. Sur la saison, comme j'ai dit, j'ai une vision négative, mais ça reste un effectif solide quand même. Il n'y a pas à dire, c'est quand même une bonne équipe de Pac-12 South. Ils ont un calendrier qui est pas hyper simple. Même si effectivement ils n'ont pas de cupcake game contre une FCS ou une Div 2. Donc leur calendrier c'est Hawaï, donc ce sera un des premiers matchs de l'année le 28 août. Après, en parlant de pas de cupcake, ils jouent LSU la 2e semaine. Gros croisement entre la SEC et la Pac-12 cette année. Ils rencontreront Fresno en week 3, donc possible upset de Fresno. Attention à ce match-là. Après, ils vont à Stanford, ils reçoivent Arizona State, ils vont à Arizona puis Washington. Ils recevront Oregon, iront à Utah, recevront Colorado, iront de l'autre côté de Los Angeles pour jouer USC et recevront Cal en fin d'année. Moi, je vois 6-6 avec 4-5 en conférence. Donc tout juste bowl eligible, mais vraiment pas suffisant pour un éventuel Pac-12 Championship et pour pouvoir menacer, je pense, l'hégémonie de USC dans cette division de la Pac-12. Putain, t'es dur.
Non, mais moi j'aime Je bien trouve ça dur. justement. Oh la vache. Parce que souvent, quand tu regardes, Matt, quand on donne des pronos, c'est genre ou tout ou rien. C'est genre l'équipe qui fait un bilan super positif ou bien un bilan super négatif. Et là, on se retrouve un Attends, je suis pas Guigui, moi, je mets pas Florida 11-1. Qu'est-ce que tu me parles? Non, mais encore une fois, je remets pas en cause la réflexion que tu as derrière, qui est très bonne, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça, je sais pas, il y a un Stanford, l'année prochaine, ça aurait pas être trop terrible. Enfin bref, non, mais si, c'est possible. Mais après, tu vois, moi, c'est six. ce que j'ai mis. 6-6, c'était mon avis, mais je pense que dans les défaites que j'ai mises, notamment comme tu dis Stanford, c'est possible qu'il fasse quelque chose. Je te l'accorde. Mais après, vraiment dans les losses que je mets, pour moi, il y en a. Après Colorado aussi, tu vois, j'étais vachement optimiste et je me suis basé sur ce qu'il y a eu l'année dernière. Mais pour moi, le LSU, Washington, Oregon, USC, déjà, pour moi, UCLA ne compétera pas avec ces équipes-là, tu vois. Non, mais je dis pas qu'ils vont prendre 40 pions, hein, mais pour moi, il n'y a pas photo entre ces équipes-là, quoi. Et après, encore une fois, je me base sur ce que j'ai vu en 2020 et moi, je pars du principe qu'ils sont pas capables d'arrêter une offense. Et malheureusement, avec les équipes que j'ai citées, vu leurs offenses, s'ils sont pas capables de plaquer, c'est rédhibitoire pour moi, quoi. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir là, très bientôt. Tu l'as dit, premier match la semaine Ouais, prochaine. Hein. le 28. Donc ça arrive, enfin la semaine prochaine, cette semaine surtout. Donc ça arrive très très vite. On passe chez les voisins et chez les ennemis. Dernière équipe de Pac-12 South, c'est USC. Alors Augustin, est-ce que USC, après avoir récupéré le meilleur joueur de la classe 2021 lycéenne, est-ce que USC vont rétablir leur hégémonie et redevenir le USC qu'on connaissait avant? La transition était toute trouvée entre UCLA et USC. Les fans d'USC appellent Fuckley UCLA, dont Charles, qui tient le compte d'USC France sur Twitter et que je vous invite à aller suivre. Bref, en 2020, USC a joué seulement 5 matchs avec 4 victoires, dont une magnifique face à Arizona State au terme d'une remontada assez incroyable. On avait vu le match en direct, c'était trop cool. Et une défaite face à Oregon au Pac-12 Championship. On rentre dans la 7e saison de Clay Helton. C'est quelque chose que vous devez garder en tête parce qu'on va en parler après. Ça pourrait, peut-être pas être sa dernière, mais lui, il commence à avoir chaud aux fesses. Au niveau de la revue d'effectifs, c'est un effectif qui dispose d'incroyablement, mais vraiment incroyablement de talent. C'est de loin, et j'ai pas peur de le dire, même devant Oregon, l'équipe qui a le plus de talent dans l'ouest des États-Unis. Ça fait 3 ans qu'ils nous sortent en fait des classes de recrutement incroyables, hein, avec Corey Foreman par exemple, ou même ils ont toujours 3, 4, 5 étoiles par an. Donc voilà, c'est un effectif fourni. On va voir du coup quel est cet effectif. Le quarterback titulaire, alors là, il y a zéro doute, ce sera Kedon Slovis, qui a réalisé une bonne saison l'an dernier avec 17 touchdowns pour 7 interceptions. C'est une saison qui était un petit peu moins bien que celle en 2019, vous savez, l'année où il avait remplacé JT Daniels, qui là avait été exceptionnel, on ne l'attendait pas du tout, je rappelle, c'était une recrue 3 étoiles, avec 30 touchdowns et 9 interceptions. J'ai noté qu'en fait, il a travaillé avec une entreprise de coaching aux États-Unis pour corriger ses soucis de mécanique de lancer. C'est une chose qui semble un peu le tracasser mentalement. Et apparemment, il a eu beaucoup de mal pendant le spring game, même pendant les entraînements cet été et ce printemps. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il va vraiment falloir regarder comment ça se passe pour lui, là-bas durant la saison. En espérant que ces vieux démons en fait, qui sont nés d'une blessure ne ressurgissent pas. Il sera l'attraction de cette attaque, j'ai envie de dire, parce que déjà c'est un prospect NFL et parce qu'il aura avec lui des outils pour performer. Au niveau des running backs, USC a été hyper actif sur le portail des transferts. Alors déjà, ils ont envoyé Marques Stepp à Nebraska et Stephen Carr à Indiana, qui sont 2 running backs qui étaient très très bien classés dans les classes de recrues précédentes, pour aller chercher le running back backup de Bijan Robinson et qui était titulaire cette année à Texas, Keontae Ingram, qui est moi je trouve un très très bon running back. Et c'est hyper intéressant de voir ce qu'il va pouvoir faire avec cette O-line qui sera malheureusement une faiblesse.
L'année dernière, USC était la deuxième pire équipe de la conf en nombre de sacs encaissés. En plus, cette année, on leur ajoute la perte d'Alijah Vera Tucker, qui était left tackle, qui va passer left guard chez Jest. On ne connaît pas encore le titulaire au poste de left tackle. Et quand tu ne sais pas qui te défend, qui te protège du côté fermé, en général, c'est surtout quand ton quarterback il est en perte de confiance, c'est bof. Moi, je ne serais pas hyper serein à la passe de Slovis. Mais bon, d'après ce que j'ai entendu, ça devrait être le redshirt freshman Cortland Ford. C'est encore moins rassurant. Parlons du groupe de receveurs. C'est un groupe qui est super fort, avec en tête d'affiche Drake London, qui est annoncé comme l'un des meilleurs receveurs du pays, en top 10 assurément. Vous irez voir Guillaume, il vous en dira ce qu'il en pense. Il sera accompagné par le transfert que j'aime beaucoup en provenance de Memphis, qui avait fait une magnifique saison, c'est Taj Washington, qui est un des joueurs les plus convoités sur le portail des transferts. Et avec ces deux receveurs stars, j'ose le dire, il y aura aussi Brew McCoy et KD Nixon, qui ont formé la plus belle room de receveurs de Pac-12 devant Oregon. Et c'est vous dire à quel point je suis optimiste concernant ce groupe. Au niveau de la défense, hormis la perte du linebacker Paye Gaoteo The Fourth, ils ont une super défense parce que déjà ils voient le retour des autres linebackers titulaires, dont l'outside linebacker Drake Jackson, qui est le meilleur pass rusher de la conf derrière Thibodeau, qui a vraiment une menace extérieure super forte. Bon, il a un petit peu de mal à finir en général ses actions. Il arrive très bien à se défaire de la O-line, mais il lui manque le dernier move pour aller saquer le quarterback ou mettre à terre le running back adverse. Mais bon, c'est des choses qui se corrigent et suivez vraiment ce joueur, ça va être une des attractions de la prochaine draft. Je veux aussi parler de Tuli Tupelotu, qui est déjà une référence à son poste malgré son manque d'expérience. Il sera sophomore cette année. Sa saison freshman avait été très très bonne et son duo avec le nose tackle Nick Figueroa risque de faire très très mal. C'est une defensive line qui sera dominante, d'autant plus que, comme Elio l'a mentionné, on rajoute le meilleur lycéen de la QV 2021 en la personne de Corey Foreman. Je ne sais pas si c'est le premier sur le composite ou sur 247 Sports, mais bref, ça ne change rien, c'est une star et lui, il est annoncé pour avoir beaucoup de temps de jeu dès cette année. La secondary sera aussi intéressante à regarder avec le safety Isaiah Polamao et le cornerback Chris Steele, qui seront tous les deux titulaires. Mais après, la concurrence, elle sera plutôt féroce et je ne serais pas du tout étonné de voir des freshmen pointer le bout de leur nez, notamment Sierra White, une recrue de cette année qui a fait très forte impression durant les camps. La question que tout le monde se pose, du moins celle que je me pose, c'est est-ce la saison de la maturité pour USC ? J'entends par là, il y a des équipes qui ont des superbes classes de recrutement, mais qui peinent à les concrétiser en termes de résultats. Et quand tu as ce genre de classe de recrutement, c'est-à-dire des classes dans le top 5 au niveau national, avec une conférence que tu dois dominer, où tu peux véritablement gagner tous les matchs, tu dois prétendre à au moins te qualifier pour les playoffs, chose que USC n'a pas réussi à faire depuis que les playoffs sont à 4, depuis 2014. Ça commence vraiment à être une demande de la part des fans et même de tous les observateurs du college football. Clayton, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était peut-être sur la sellette, c'est qu'il doit commencer à avoir des résultats. Et lui, il a lui-même dit qu'il allait être jugé sur cela et que en fait, c'était le standard d'une équipe comme USC de viser ce genre d'objectif. Au niveau du calendrier, alors ils ont un calendrier pas mal. Leur premier match sera face à San Jose State. Alors ça, c'est un match super cool. San Jose State, une équipe qui a un peu crevé l'écran avec Nick Starkel l'an dernier en Mountain West. Ça sera super cool. Et puis après, comme gros match, ils joueront Arizona State, Notre-Dame à South Bend pour la rivalité qui nous avait manqué l'an dernier. Donc là aussi, ça sera un superbe match. Ils joueront face à Utah. Donc, vous l'avez remarqué,
j'ai pas parlé d'Oregon et de Washington. USC a de la chance, ils ne joueront pas cette année. Donc leur match le plus compliqué sera face à Notre-Dame. Une rencontre, j'en profite pour m'en placer une rencontre qu'ils n'ont pas remportée depuis plus de 1300 jours. Hein, ça commence à faire 4 ans maintenant. Donc en plus, ça va être à l'extérieur, ça va être compliqué pour eux. Et au-delà de ça, USC a de la chance de jouer des matchs compliqués comme Utah UCLA à domicile. Et tout ça pour dire que le calendrier, hormis ce match face à Notre-Dame à l'extérieur, encore Notre-Dame manque de certitude, le calendrier joue clairement en leur faveur et pourrait leur permettre de viser le titre en Pac-12. J'ai pas peur de dire que le titre de vainqueur de la Pac-12, South leur semble promis. Il va falloir éviter les faux pas. Il y a des équipes ici qui seront des véritables, on va dire, cailloux dans leurs chaussures. Je pense à des équipes comme California, UCLA, même Utah. Il va falloir s'en défaire. Il va falloir être mature. Il va falloir que Kedon Slovis prenne en compte cette attaque et confirme tout le potentiel qu'on met en lui. Parce qu'il a vraiment un effectif qui peut lui permettre d'aller loin, et c'est ce que je souhaite pas à USC. Très bien, eh bien, on a terminé la Pac-12 South, et cependant, on va passer à la Pac-12 North, mais une fois n'est pas coutume, on va rester en Californie, cette fois-ci plus au nord quand même. On était à Los Angeles, on plus se au dirige... Ouais, plus au frais, voilà. On se dirige plus dans la région de la baie, notamment San Francisco et Oakland. On va à Berkeley et pour l'Université de Californie à Berkeley, donc California. Les Golden Beavers. Baptiste, excuse-moi, j'arrive plus à parler. C'est même pas les Golden Beavers, c'est les Golden Bears. J'étais en train de penser à Oregon State. Tu as fait un mix entre, si tu fais un California State, un mix entre Oregon State. Commence pas à parler des Beavers, s'il te plaît. Commence pas. Le décalage horaire est en train de m'avoir. Vas-y, écoute, je vais la fermer. Allez. On est direction Berkeley, direction la fac la plus communiste des États-Unis. On est bien avec Elio, on est avec la famille, avec le sang. Donc, on fait un petit retour en 2020. Année. Alors, toutes les équipes ont été quand même touchées par le Covid, mais je pense qu'une équipe qui a le plus de regrets peut-être sur cette année 2020, c'est probablement les Golden Bears de California, qui sortit une saison à 8-5 en 2019. Et qui était quand même, tout était, les planètes s'alignaient pour un gros run en 2020 et pourquoi pas un titre de la Pac-12 si les planètes s'alignaient encore mieux. Malheureusement, le Covid est arrivé, une saison plutôt tronquée, surtout pour les Golden Bears qui ont joué seulement 4 matchs, donc avec un bilan de 1-3. Alors, il faut mettre tout ça de côté, il y avait un nouvel offensive coordinator, bref. Voilà, cette saison 2020 ne correspondait à rien du tout. Il y a une belle victoire contre Oregon quand même, on s'est rendu compte finalement que en fait, cette équipe de Californie elle avait vraiment un beau potentiel en 2020 et que c'était d'autant plus frustrant. C'est la 5e saison de Justin Wilcox à la tête du programme, avec un bilan parfaitement synchronisé à 21 victoires pour 21 défaites. Au niveau du mouvement des coachs, au niveau de l'intersaison, alors ce rapport un peu bizarre entre Oregon et California continue. Voilà, les Ducks ont récupéré encore une fois un assistant le défensif coordinateur des Bears pour aller chez eux, mais de même côté, enfin bref, c'est assez bizarre. Il faudra qu'on en discute une fois avec Robin et Kevin de cette relation très bizarre qu'il existe entre la fac de l'Oregon et la fac californienne. Toujours est-il que Peter Simon, qui était déjà co-coordinateur défensif, devient coordinateur défensif tout court. En soi, ça change pas grand-chose, parce que c'était déjà le play caller principal, il n'y a pas de souci. Je me permets de le dire, on le mentionne pas trop, mais Torrey Beckton, le Strength and Conditioning coach, est parti vers Texas. Voilà, on sait que c'est des coachs de l'ombre, mais qui sont hyper importants pour les programmes, parce que c'est des mecs qui bossent avec les joueurs 12 mois dans l'année. Enfin voilà, c'est des mecs hyper importants. Donc changement à ce niveau-là du côté de Cal, avec l'arrivée de Brian Johnson en provenance non pas d'ACDC mais d'Arizona. Voilà. Donc voilà du côté de Berkeley. Pas de gros coups sur le portail des transferts. Ils ont récupéré un safety, Raymond Woody III, qui était chez les Seminoles de Florida State, voilà, qui va mettre un peu de profondeur au poste de safety où il n'avait déjà pas besoin, parce que c'est un des postes déjà plutôt bien pourvu du côté des Golden Bears. Départ de la draft, on se souvient de Cameron Bynum, le cornerback qui a été drafté par les Vikings. Jake Curran, le tackle, lui plus côté plutôt drafted free agent.
Et côté transfert, il y a eu la perte de Mackay Polk qui est parti vers Mississippi State, vers la SEC. Alors, petite revue d'effectifs très rapide du côté de Berkeley. Le QB titulaire va être Chase Gabbers, qui est le quarterback le plus expérimenté en Pac-12. L'année dernière, c'était un petit peu compliqué. On va pas se le cacher. Les fans des Bears étaient un petit peu déçus de la performance de Gabbers. Après une année 2019 très concluante. Donc on espère surtout pour lui que il repartira sur les bases de 2019, sachant qu'il y a eu un nouvel offensive coordinator l'année dernière. Donc voilà, il faut les choses se mettent en place, c'est normal. Voilà, je pense qu'en 2021, ça devrait être beaucoup mieux. Du côté des joueurs stars à suivre, comme d'habitude avec California, on va plutôt aller du côté de la défense. Voilà, ils ont quand même cette capacité à sortir des joueurs hyper excitants. On pense à Ivan Weaver il y a quelques années qui était drafté chez Cardinals, hein, c'est ça, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc cette année, il y a un duo de outside linebacker hyper sympa avec Kwani Deng et Cameron Good, voilà, qui vont être des gros frappeurs, des gros cogneurs comme on aime dans The Trick Play. Et le safety Elijah X qui était cornerback et qui est passé safety et qui est revenu en tant que super senior, qui va être sympathique. Un petit mot sur le true freshman de tight end Jermaine Terry. Non, voilà, simplement un nom à garder en tête peut-être pour les prochaines années, mais en tout cas d'après les infos des insiders, c'est voilà, une petite pépite comme on dit qui devrait faire parler de lui des années suivantes. Les forces de l'équipe, bien sûr c'est la défense, alors notamment le linebacker. Et puis surtout, c'est une équipe avec une vraie identité de jeu. Alors, il y a un coach d'une autre fac de la Pac-12 qui a dit, en fait, c'est un peu ils essaient de faire du Wisconsin, quoi. Ils contrôlent le ballon, une grosse défense. Voilà, c'est le Wisconsin de la côte Pacifique avec une vraie identité de jeu, très bien coaché. Voilà, ça fait partie des forces de cette équipe. Du côté des faiblesses, alors, il y a très clairement, c'est l'attaque, notamment la ligne offensive qui est moyenne. Michael Staffel, le centre est plutôt bon, mais voilà, ça n'arrive pas. L'ensemble est tout juste correct. Et l'attaque doit à tout prix progresser, notamment au niveau des playmakers, que ce soit au niveau de poste de running back ou de receveur. À noter la blessure du defensive line Brent Johnson juste avant la saison, qui sera out pour toute la saison 2020 et qui était le meilleur lineman sur la ligne défensive et qui va forcément manquer au bout d'un moment dans la saison. Donc la question que tout le monde se pose, est-ce que Cal pourra créer la surprise dans une Pac-12 North plus ouverte que jamais? Parce que c'est vrai que derrière Oregon, qui est quand même favori, mais qui a quand même, il y a quand même des questions qu'on se pose sur Oregon, on en reviendra plus tard. Pourquoi pas Cal qui pourrait dire, moi j'aimerais bien remporter cette division, et en tout cas ils ont les arguments pour. Du côté du calendrier, ils ont un calendrier interconférence pas simple du tout, avec notamment, alors, ils ont un match contre Sacramento State, ça devrait bien se passer en week 3, mais en week 1, ils ont Nevada, et en week 2, ils ont TCU à TCU. Nevada, qui fait partie d'une des meilleures équipes du groupe of 5. On a parlé de Carson Strong, je pense qu'on va beaucoup en parler les prochaines semaines. Voilà, c'est un quarterback qui est hyper excitant, qui est hyper costaud. Alors, il va tomber contre une secondary qui sait ce qu'elle vaut, mais voilà, je pense qu'il aura à cœur, lui, de montrer, c'est une secondary d'ailleurs très costaud, que voilà, il a tout ce qu'il faut pour être un des quarterbacks les plus intéressants en NFL les prochaines années. Donc voilà, donc un match contre Nevada pas simple en week 1. TCU à TCU, ils font partie du Dark Horse de la Big 12. Et puis après, voilà, on rentre dans le calendrier classique. Il y a des matchs plutôt gagnable, hein. Il y a Washington State, il y a Colorado, il y a Oregon State, il y a Arizona, voilà, il y a un calendrier qui est quand même plutôt sympa. Alors moi je vois 8-4 avec probablement une défaite contre TCU, probablement une défaite contre Washington, probablement une défaite contre USC et vous en rejetez une défaite contre Oregon, et voilà, on arrive à 8-4. Ce match contre Oregon d'ailleurs va être hyper important, il se joue le 15 octobre et en fait il arrive après une bye week aussi bien pour Cal que pour Oregon. Si ce match-là est gagné, derrière il y a Colorado, Oregon State et Arizona. Donc c'est 3 matchs qui sont très largement gagnables, donc ils peuvent se lancer sur la fin de saison et peuvent monter en puissance. Voilà, ce match-là il va être hyper intéressant. Notez-le, alors il sera à 10h30 heure Eastern Time États-Unis, donc vous rajoutez 6h en France, donc il va commencer à 4h30 du matin, mais je pense que ce sera un des matchs les plus intéressants de la saison à suivre en Pac-12, le 15 octobre prochain, un vendredi, d'ailleurs c'est même pas un samedi, ça sera un vendredi. Voilà, 8-4 pour les Golden Bears, avec qui je crois beaucoup. On reste encore une fois en Californie, et celle-là là, ça y est, on va dans la fac la plus prestigieuse de Californie, mais une des plus prestigieuses au monde, c'est Stanford, donc un petit peu plus au sud de San Francisco. Augustin,
on sait que tu n'aurais jamais pu, de toute ta vie, même si tu étais américain, avoir une opportunité d'aller à Stanford, même en tant qu'étudiant. C'est gratuit. Merci Léo. Toi, t'es diplômé de BYU, c'est ça? Oui, je suis en mission à Paris là, en ce moment, pendant 2 ans. Bah, ça tombe bien Je que suis en tu parles mission. de ça parce qu'on va en parler là. Non, trêve de plaisanterie. Stanford, je suis hyper content de faire la preview parce que c'est un programme qui a eu un peu du mal ces dernières années après avoir fait un début de décennie en trombe avec David Shaw, le super coach qui les a envoyés 3 fois au Rose Bowl pour 2 victoires, qui leur a permis de gagner du coup 3 fois la Pac-12. C'est un programme qui a eu un peu de mal ces dernières années, mais qui recommence à pointer le bout de son nez. Alors, le bilan en 2020, il n'était pas dégueu du tout. 4 victoires pour 2 défaites, les 2 défaites étant face à Oregon et Colorado. Donc, la seule vraie défaite, c'est face à Oregon. Mais celle face à Colorado, c'est joué à rien. Puis, il y a eu des victoires face à Washington State, California, Washington et Huskies, Oregon State et UCLA au terme d'un double overtime. Au niveau de l'intersaison, il n'y a rien à dire. David Shaw est encore là. On part pour sa 11e année, il me semble. C'est un super coach avec vraiment une identité de jeu et qui est un peu, bon, je ne vais pas dire révolutionner le coaching NCAA entièrement, mais c'est un adepte du shotgun et puis il a quand même cette science du jeu à la course, que ce soit en attaque et en défense. Au niveau de la revue d'effectifs, le quarterback titulaire, ça devait être Jack West. C'est celui qui a remplacé David Mills, qui est parti aux Texans à Houston. Il a déjà starté 2 matchs cette année, mais bon, c'était les 2 défaites. Et là, ça devient intéressant parce qu'il pourrait être concurrencé par Tanner McKee. Alors vous allez me dire, c'est qui Tanner McKee? C'était le 3e quarterback de la QV 2018 derrière Trevor Lawrence et JT Daniels. Mais si on n'en a pas entendu parler ces dernières années, c'est parce qu'il est parti en mission, parce qu'il est mormon, 2 ans au Brésil avec Elio. Et en fait, avec la pandémie, il n'a pas eu le temps de se mettre au diapason, on va dire, d'avoir les reps suffisantes, d'être allé aux entraînements qui ont commencé très tôt. Les entraînements au college football, ça commence en janvier. Donc voilà, ça serait. C'est quand même intéressant. Hein. C'est intéressant de se dire que Stanford, ces dernières années, ont très, 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 très bien recruté au poste quarterback. KJ Costello aussi. C'est certainement le spectre des années Andrew Luck. Oui, spectre, totalement. je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, Andrew Luck qui a été le numéro 1 de la draft 2012. Donc, il faut vraiment faire attention à ce joueur. Il excite beaucoup d'insiders en Californie et ce serait pas du tout impossible qu'il devienne titulaire en cours de saison si Jack West ne fait pas le taf. Maki jouit toujours d'une très belle cote malgré ses 2 années en mission au Brésil. L'attaque, quant à elle, s'est relevée de l'exercice 2019 avec une très bonne saison 2020. Le poste de running back a été une satisfaction dans une attaque qui recherche son Bryce Love ou encore mieux son Christian McCaffrey qui a fait lever les foules durant ces années en Californie. Avec le running back Austin Jones, auteur de 550 yards et 9 touchdowns en 126 portées. Le ratio est pas mal. Il est aussi très très bon en réception et il sera secondé par Nathaniel Pitts. Qui formera avec lui un très très bon duo et c'est vraiment une bonne chose pour David Shaw, le coach qui adore les running backs et avoir 2 garçons talentueux comme ça, il risque d'aimer et ça risque de se faire ressentir sur le résultat du Cardinals. Tant qu'on parle des running backs, Stanford, on sait que c'est un poste qui se perd un petit peu, mais Stanford a la particularité d'utiliser encore les fullbacks, avec notamment cette année Houston Amuli, que je vous conseille de suivre. Au niveau des receveurs, rien de bien incroyable. Il y a le retour de Bryson Trayman qui va essayer de prendre la place de Simi Fehoko parti à la draft. La O-line sera très intéressante à suivre. Je m'explique. En 2019, quand Walter Lickle s'était blessé, il avait titularisé 3 freshmen David Shaw. Si les débuts avaient été hyper compliqués, forcément quand tu joues avec 3 freshmen,
sur ta ligne, 3 true freshmen sur ta ligne, c'est compliqué, mais les progrès sont là apparemment. L'année dernière avait été plutôt bonne et là ils ont vraiment progressé et même pris du poids de ce que j'ai lu durant l'intersaison avec le left tackle Walter House et le left guard Barrett Miller. Et pour l'anecdote, le tackle droit titulaire sera Miles Eaton, qui n'est autre que le fils d'un certain Chris Hinton. En défense, bon, c'est presque un blasphème pour une défense coachée par David Shaw, mais c'était pas du tout ça l'an dernier, notamment en ce qui concerne le run stop qui a été calamiteux. La défense a encaissé en moyenne 5 yards par portée sur les courses. C'est une première pour David Shaw depuis qu'il entraîne Stanford. Il y aura en revanche un joueur à suivre sur sa ligne défensive, c'est Thomas Booker. Le corps des linebackers, et là ça peut paraître paradoxal parce que je vous ai dit que le run-stop était clairement une faiblesse à Stanford, ça sera le duo Gabi Reed et Levani Damuni qui sont d'excellents pass rushers. Bon, à eux de step up en tant que pass rusher. Et le corps des DB voit le retour de tout le monde, mais personne ne s'était vraiment démarqué. Vous allez me dire peut-être que Paulson Adebo va leur manquer, mais ce n'est pas grave, il a opt-out pour la saison 2020. Au niveau des calendriers, et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus dessus, je trouve que c'est un des plus beaux calendriers du college football, et un calendrier qui est à la fois très très dur, certainement l'un des plus durs avec celui d'Arkansas. Alors, je m'explique. Si déjà il est beau, c'est parce que ils vont affronter à Arlington, à AT&T Stadium, Kansas State, une équipe de Big 12 pour leur premier match le 4 septembre. Puis, ils joueront face à une équipe de SEC, Vanderbilt, avant d'avoir un calendrier exclusivement Pac-12 ou indépendant, forcément avec la rivalité contre Notre-Dame, un match qui a lieu chaque année. Donc, ça fait que des équipes du Power 5, avec quasiment toutes les conférences, et ils affrontent en plus tous les cadres de la Pac-12. Oregon, Utah, USC et Arizona State et Washington. Donc là, autrement vous dire que c'est une saison très compliquée d'un point de vue comptable, même s'il y a des progrès qui sont évidents. Et ça arrive à point nommé parce que ces joueurs ils vont pouvoir se frotter à vraiment à une vraie adversité. Ça fera peut-être mal au moral parce qu'ils vont perdre peut-être beaucoup de matchs. Je pense d'ailleurs qu'ils n'atteindront pas les 6 victoires. Avec un calendrier plus facile, ils auraient pu espérer en avoir 6 pour être qualifiés à un bowl, mais là, ça me paraît vraiment trop compliqué. Il manque un petit peu de talent. Il leur faut encore un Christian McCaffrey, mais le Cardinals est sur la bonne voie et le college football en a besoin. Eh bien, merci Augustin pour ta présentation de Stanford. Cette fois-ci, promis, on vous avait dit qu'on quitterait la Californie. Eh bien, on la quitte. On va du côté du nord-ouest, le nord-nord-ouest, du côté de l'État de Washington. Et pas Washington. On va pas vous présenter Washington, on va vous présenter l'autre fac de cet État qui est Washington State. Alors avant, pour la petite anecdote, je voulais vite fait en parler. Kevin, tu as eu l'occasion de te rendre sur le campus de Washington State et même de rencontrer Mike Leach. Dis-nous ce que tu allais faire là-bas. Alors du coup, effectivement, j'y suis allé ma première année quand je suis arrivé au Flash. Faut savoir que notre manager général, qui est Bruno Lacamcaron au Flash, est un très grand ami de Mike Leach. Comme Mike Leach vient souvent passer ses vacances en France et il est avec Bruno et voilà, et on a eu cette chance d'aller à Pullman, donc la ville du campus de Wazoo. Donc on est parti 3 semaines suivre le programme de FootUS sur la fin de leur summer camp et les 2 premiers matchs de l'année. On avait le sideline pass qui je l'ai encore chez moi, j'hésite à le faire encadrer, c'est potentiellement l'un des trucs les plus précieux que j'ai dans ma vie, c'est être sur la sideline d'un match NCAA, c'est ouf. Et en plus, il faut savoir qu'on est allé au 2e match après à Boise State, sur le fameux Smurf Turf. C'est honnêtement l'une des plus belles expériences de ma vie. C'était vraiment génial de pouvoir suivre un programme, de voir que Clermont on fait pas le même sport, nous en France et le football américain aux États-Unis. Donc voilà, c'était une sacrée expérience, très 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 sympa la ville de Pullman. C'est une ville campus dans le sens où en dehors de l'année scolaire, il y a 3000 habitants à Pullman et quand il y a les étudiants, il y en a 40 000. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience et j'ai toujours ce petit, même si je suis au Oregon, là vous voyez pas l'image, voilà, j'ai mes trucs Oregon et tout, mais j'ai toujours mes
toujours ce petit pincement au cœur pour Wazoo et voilà, je continue de les suivre quand même. Eh bien, très bien, Wazoo, donc qui va être présenté par notre ami à la meilleure barbe de tout le sud-est de la France, Baptiste. Comment ça va se passer dont Nikrolovic est son entraîneur préféré. Tu vois, tu m'as volé mon introduction. Je dis voilà, je suis très content. Wazoo est devenu mon programme préféré et Nikrolovic est devenu mon deuxième entraîneur préféré après notre ami Dabo Swinney de Clemson. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit chouchou. Donc Nikrolovic, arrivé de l'année dernière en 2020, qui a succédé au McLeach, voilà, tête bien connue du college football et même au-delà. Donc petit bilan de l'année 2020, bilan de 1-3, voilà, mais bon, c'est toujours pareil. Ils font partie des 3 programmes de Pac-12 à n'avoir joué que 4 matchs la saison dernière. Donc voilà, donc une première année compliquée, des matchs annulés au dernier moment contre Cal, une défaite en deuxième, alors, qui menait de 21 points à la mi-temps contre Utah. Voilà, compliqué, beaucoup de joueurs qui ont quitté le programme sur transfert, mais ça à la rigueur, c'est presque normal parce que quand on joue pour Mike Leach, quand quelqu'un arrive derrière, forcément, le système va être en place, va être complètement différent, aussi bien offensivement que défensivement. Donc forcément, quand tu décides de jouer pour un coach comme Mike Leach, le coach suivant, tu vas pas forcément le suivre. Donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de pertes. 14 joueurs ont quitté le programme sur le portail des transferts. Pas de mouvement au niveau des coachs. Important, alors on peut noter l'arrivée de Marc Regalado, qui est connu sur TikTok. Voilà, c'est l'info que j'ai trouvée. Et de Josh Omura qui va s'occuper du portail des transferts. Voilà, donc ils ont bien vu du côté de Wazoo que le portail des transferts est devenu un truc hyper important dans le monde du college football. Donc il y aura quelqu'un qui sera carrément là-dessus H24, j'ai envie de dire. En parlant du portail des transferts, il y a eu deux très grands coups faits par la fac de Pullman. D'abord, Jarrett Guarantano, le quarterback de Tennessee, le reste des quarterbacks à Tennessee d'ailleurs, enfin le reste des joueurs à Tennessee, et le cornerback Chris Jackson en prenant de Michigan State. Alors on va reparler très rapidement de Guarantano, mais voilà, c'est deux recrues intéressantes dans des postes où il y en avait un petit peu besoin. Pas de joueurs draftés pour Wazoo l'année dernière. On peut noter le départ des 2 special teamers, aussi bien le punter que le kicker, qui était titulaire l'année dernière. Donc Oscar Dragicevic III, qui a terminé son cursus. Donc lui, c'était le punter, et Blake Maza, le kicker, qui lui est parti à SMU. Donc voilà pour un petit peu un tour d'horizon de qui est resté et qui est parti. Donc j'aimerais bien vous répondre à la question qui est le QB titulaire, sauf qu'à 10 jours du début de saison, je ne peux pas vous répondre. Et en plus, c'est même pas une course à 2, sinon une course à 4 d'après les dernières infos des insiders. Alors, on aurait pu penser que c'était Jayden Delora qui était titulaire l'année dernière, qui allait de nouveau être titulaire cette année. Eh bien non. Guarantano fait des très bonnes fall practice est tout à fait dans la course, mais aussi Cameron Cooper qui est redshirt junior et Victor Gabalis qui est sophomore. Alors concrètement, le choix devrait être entre Delora et Guarantano, mais voilà, il y a 4 choix très viables pour Washington State. Alors, ça veut dire 2 choses. Enfin, ça pourrait dire 2 choses. Soit la QB room est énorme et tant mieux s'ils ont un blessé, ça va pouvoir le remplaçant va être au même niveau. Soit la QB room pue un peu la mort et c'est difficile de trouver quelqu'un qui sort un peu du lot. Donc j'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas il y a 4 joueurs qui sont au coude à coude pour savoir qui va commencer la saison. Du côté des joueurs un petit peu à suivre, on va parler forcément du running back Max Borghi, qui a fait une petite saison en 2020, mais qui a une très grosse carrière au sein du programme et qui n'est plus qu'à 12 TD du record des Cougars, tout simplement. Du côté de la ligne, il y a un certain Abraham Lucas qui est tout simplement un des meilleurs tackles du pays, notamment au niveau de la pass protection. Forcément, quand on va jouer avec Mike Leach, forcément, on va protéger la passe. Et du côté de la défense, Brandon Jackson, un defensive end qui est plutôt intéressant. Dernier petit nom pour vous, Jad Woods, le linebacker, qui était plusieurs fois aux portes des All Pac-12 Teams et qui est tout simplement un des meilleurs plaqueurs de tout le college football. Du côté des forces de l'équipe, le poste de running back, parce qu'en plus de Max Borghi, il y a un certain Deon McIntosh qui forme un one-two punch très intéressant et qui a été très bon l'année dernière. Donc voilà, à suivre ce poste de running back qui est bien aidé par une offensive expérimentée.
De la même façon, en défense, le poste de linebacker est très bien pourvu et sera la force de la défense chez les Cougars. Au niveau de la faiblesse, il y a un gros problème au niveau du poste de defensive tackle, par contre, malheureusement, et un problème de profondeur au niveau de la secondary qui risque peut-être de parfois de leur poser des soucis. Ça peut venir aussi du nouveau schéma défensif qui est nouveau. Voilà, faut bien se mettre en tête que tous les programmes qui ont changé de coach ou de coordinateur défensif ou offensif avant la saison dernière, voilà, la saison 2020 était presque blanche, donc forcément, c'est un petit peu plus complexe pour eux. Alors, la question que tout le monde se pose pour les Cougars, c'est est-ce que Nick Rolovich va se faire vacciner maintenant qu'il est plus ou moins obligé de suivre les demandes de l'État de Washington. Voilà, il a été encore assez évasif au niveau des conférences de presse. Et il a carrément dit non, je crois d'ailleurs. Il a dit qu'il suivrait le protocole, mais le protocole est assez... dit que si on a une question religieuse ou je sais plus quoi, on peut ne pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il va essayer d'esquiver la question autant qu'il peut, mais que non, il va être obligé d'être vacciné puisque ça reste l'employé le mieux payé, l'employé de l'État de Washington le mieux payé par les contribuables. Donc forcément, il doit quand même des comptes, mine de rien, à l'État et à ses habitants. Donc l'autre question, c'est quel visage vont montrer les Cougars lors de cette saison 2 de Rolovich, savoir si cette année un petit peu zéro, un petit peu bâtarde va comment dire. Est-ce que des enseignements ont été pris de cette saison un peu bizarre? Est-ce que Mike Rolovich va essayer de lancer son programme de la meilleure des façons? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, sachant qu'on passe après Mike Leach, qui est quand même une sommité dans le monde du college football. Alors, au niveau du calendrier, il y a un calendrier interconférence qui est quand même très abordable. Utah State, voilà, c'est un petit peu compliqué. Portland State, c'est une équipe FCS. Et BYU, orphelin de Zach Wilson. Donc voilà, 3 matchs qui sont gagnables. Donc je pense qu'ils vont être 3-0. Ils vont être à 3-0 sur les matchs en dehors de la Pac-12. Par contre, la Pac-12, ça commence fort avec USC, Utah et California d'entrée de jeu. Voilà, donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Personnellement, je vois un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, avec un match hyper important qui sera le match contre Oregon State le 9 octobre, parce que de la même façon, ce match contre Oregon State lance une série de 3 matchs qui sont abordables avec Oregon State, Stanford et BYU. Donc voilà, donc une victoire contre Oregon State contre une équipe qui est à peu près du même niveau pourrait lancer, pareil, sur la fin de saison, une bonne dynamique. Donc à suivre là-dessus. Donc je vois 5-7, mais voilà, un programme qui se remet sur le devant de la scène, mais pas assez pour le bowl game de fin de saison. Eh bien, après Washington State, on reste toujours dans l'état de Washington et cette fois-ci, on part du côté du nord de Seattle pour donc les Huskies de Washington. D'un point de vue personnel, ça me fait plaisir de les présenter. C'est un petit peu mes chouchous en Pac-12. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. Au niveau de leur saison 2020, ça a été compliqué. C'est compliqué Washington en ce moment. Et ça fait mal, sachant qu'il y a encore peu de temps de ça. C'était un gros programme du college football. L'année dernière, ils avaient 7 matchs de prévus, il y en a eu 3 d'annulés, dont la rivalité face à Oregon, malheureusement. Et ils ont eu un bilan de 3 victoires pour une défaite, dont des victoires face à Oregon State, Arizona, Utah et une défaite face à Stanford, défaite surprise. Donc, ils étaient qualifiés pour le Pac-12 Championship, oui, avec seulement 3 victoires, qui était prévu face à USC, mais ça a été annulé en raison de trop de cas de Covid du côté de Washington. Washington, et là c'est un peu le comble, a été remplacé par Oregon pour ce championship remporté par Oregon. Kevin nous en parlera tout à l'heure. Au niveau de l'intersaison, c'est la 2e saison de Jimmy Lake en tant que head coach, qui était l'ancien défensif coordinateur de la maison. Et en parlant de défensif coordinateur, celui de Washington est parti. Pete Kwiatkowski, qui est parti du côté de Texas, rejoindre la bande à Sarkisian. Au niveau des pertes en NFL, eh bien, on a la star DN Joe Tryon qui est parti chez les vainqueurs du Super Bowl, les Tampa Bay Buccaneers, au premier tour. On a le defensive tackle Levi Onwuzurike qui est parti chez les Lions au second tour. Et on a surtout la perte du duo de cornerback Keith Taylor chez les Panthers, mais surtout le nickel cornerback Elijah Molden chez les Titans, qui était un des meilleurs corners de la draft. Au niveau des départs en transfert, on en a un.
c'est le quarterback sophomore 4 étoiles, hein. Jacob Simon qui est parti à Central Michigan. Il a perdu sa place. Il devait être en compétition face à Dylan Morris. Voilà, c'était un petit peu la grosse compète du côté de Washington et c'est Morris qui a remporté la place de titulaire. Au niveau des commits pour les Huskies, eh bien, c'est seulement la 36e classe nationale. Et quand je dis seulement, je pèse mes mots, car les 3 saisons précédentes, Washington était la 16e meilleure classe nationale de recrutement. Donc cette année, ce sont les 6e en Pac-12. C'est assez surprenant. Ils ont quand même eu le commit, et c'est ce qui a tout sauvé, de Sam Howard, qui est un QB 5 étoiles, qui était le 3e meilleur quarterback de la classe 2021 et qui est le 4e meilleur commit all-time de l'histoire de Washington. Ils ont eu aussi quelques 4 étoiles, hein. Owen Prentice, qui est le 12e meilleur interior line, Will Latou, 12e athlète, voilà, et le 45e meilleur receveur. Le reste, c'est que des 3 étoiles, donc c'est très surprenant pour une équipe telle que Washington, qui n'attire plus beaucoup de joueurs pour l'instant. Au niveau des transferts, ils ont récupéré le receveur 4 étoiles de Michigan, Childs Jackson, qui va apporter une bonne expérience. Il y aura aussi Brendan Ridley-Hiles, le cornerback 4 étoiles d'Oklahoma. C'est très intéressant pour pallier les départs au poste. Et il y a le quarterback, là c'est pour ajouter un peu de profondeur quand même, il y a le quarterback Patrick O'Brien qui était un ancien QB 4 étoiles qui avait commit à Nebraska en 2015. Donc tout à l'heure, Augustin, tu nous parlais de joueurs qui sont là depuis un moment au college football, et bien c'en est un. Et qui avait transféré à Colorado State. Voilà, nouveau transfert, et cette fois-ci c'est du côté de Washington. Au niveau de l'effectif, le quarterback titulaire, eh bien je l'ai cité avant, c'est Dylan Morris, donc qui entamera sa 2e saison en tant que titulaire. Il est encore freshman pour l'instant grâce à l'éligibilité. On verra ce qu'il fait. On verra si l'année prochaine Sam Howard lui prendra sa place ou non et s'il décidera de transférer. En tout cas, pour l'instant, c'est un joueur qui était 4 étoiles à l'époque pour la classe 2020. Qui est originaire de l'État. Donc ça, c'est bien. Washington, ça recrute bien en général dans l'État, hein. Il a lancé 4 touchdowns pour 3 interceptions la saison dernière, 897 yards. Donc ça fait beaucoup quand même pour le peu de matchs qu'ils ont joué, plus de touchdowns à la course. Au niveau du joueur star à suivre, et là, je vous parle d'un joueur qui sera probablement au premier ou second tour de la draft 2021-2022. C'est le left tackle senior Jackson Kirkland qui est de retour. On s'étonnait parce qu'on savait qu'il avait le potentiel pour être drafté haut déjà dès cette année. Finalement, il fait une saison de plus. Il fait 2m1 et 141 kg. C'est juste un monstre. Je vous invite à aller voir ses tapes. T'es quarterback, t'as pas de souci à te faire du côté aveugle. Voilà. Tout simplement. Chinda en 1 contre 1 contre lui? Non, mais Valentin, oui. Au niveau des forces de l'équipe, la O-line est de retour, hein, donc il y a Jackson Kirkland, mais il y a tout le reste, hein, c'est que des joueurs expérimentés. C'est une bonne O-line en général. De toute manière, Washington sont assez réputés pour ça. Donc ça sera vraiment la grosse force pour protéger Dylan Morris ou même Howard s'il a quelques snaps, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, au niveau des faiblesses, c'est surtout le poste cornerback qui reste incertain. Donc on a le transfert d'Oklahoma, Brendan Ridley-Hiles, qui doit prouver son potentiel, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on perd 2 gros cornerbacks quand même. Et Elijah Molden, c'est très très dur à remplacer. Et pour le reste de l'équipe, c'est pas une équipe qui est très forte en général. Il n'y a pas de poste vraiment fort cette année à Washington. Et encore une fois, ça se ressent sur les quelques résultats récents et sur les classes de commit, la classe de commit 2021. Donc voilà, c'est pour l'instant, on se retrouve pas avec une équipe qu'on connaît forcément. Et c'est vrai que j'en parlais, je sais plus avec qui j'en parlais, mais j'en parlais avec Paco. Bisous à toi, Paco. Dans les top 25 qui sortent, on voit Washington de temps en temps dans les derniers de classer et tout. Mais en fait, je me demande s'ils seront vraiment classés dans le top 25 parce que l'équipe, je la trouve pas si terrible que ça. Et pourtant, je suis le premier à m'hyper sur eux pour rien. Mais là, pour le coup, voilà. En week 1, ils affrontent Montana. Encore une fois, un match très très dur, hein, pour les week 1 en ce moment de Pac-12. Ouais, mais le stade de Montana est super. C'est un des plus beaux stades du college football. Ouais, toi, si tu le répètes pas à chaque podcast, tu meurs. En week 2, déplacement à Michigan. Donc là, ça sera un beau match à voir parce que c'est un beau match entre 2 teams qui sont en pleine loose, 2 grosses teams qui sont en pleine loose en ce moment. Ça, c'est un match à voir. Le 16 octobre, match face à UCLA. Le 6 novembre, donc la grosse rivalité face à Oregon. Et le 13 novembre, face à Arizona State. Encore un gros match. En pronostic, j'ai mis 8 victoires, 4 défaites.
Je mets des défaites face à Michigan parce que c'est du côté de Michigan. On verra, Michigan, on verra. Défaite face à UCLA, défaite face à Oregon, bien évidemment, et défaite face à Arizona State. On espère mieux pour les Huskies. En tout cas, après être passé du côté de l'État de Washington, on a fait toutes les facs de l'État de Washington, mais on va faire les facs de l'État d'Oregon. On va commencer par Oregon State, les Beavers, la moins connue des deux. Moi, je prends que les facs les moins connus, moi, tu vois, ça c'est mon créneau. J'aime bien les states, moi, tu vois, c'est. Alors, du côté de En général, les Corvallis. States, c'est pas souvent les meilleurs, même. Ah, Marion State, ça donne quoi On va du côté donc, de Corvallis, donc Oregon State, les Beavers. Je fais un petit coucou à Beaver France qui est très actif sur Twitter, d'ailleurs pas que sur le college football, mais un peu sur tous les sports de la fac, donc c'est hyper intéressant. Donc allez, n'hésitez pas à le suivre. En plus, c'est un Clermontois, donc il est très content du début de saison du Clermont Foot 63, voilà, qui est avec 2 victoires en 2 matchs. Bref, on s'en fout. Rétrospective 2020 pour les Beavers, un bilan de 2-5. 7 matchs serrés, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites. Je crois que c'est peut-être le seul programme qui a joué ces 7 matchs, si je dis pas de bêtises, du côté de la Pac-12. Il commence l'année plutôt correctement avec un bilan de 2-2, mais Tristan Gebbia, le quarterback, se blesse et ensuite il y a 3 défaites de suite pour finir malheureusement la saison. C'était la 3e saison, donc là on attaque la 4e saison de Jonathan Smith à la tête de son alma mater, donc c'est un ancien quarterback des Beavers qui a pris le programme il y a 3 ans maintenant, un programme qui était quand même tombé voilà, un petit peu au fond du trou, on va pas se mentir sur les Beavers, mais qui semble avoir mis le problème sur les bons rails. Aucun mouvement du côté des coachs. Les offensive coordinateurs et défensive coordinateurs restent les mêmes. Quelques arrivées sympathiques en provenance du portail des transferts. Je pense au défensif tackle Keontae Shade qui vient de Minnesota, ou du receveur Makiatong, qui est arrivé de je sais plus où d'ailleurs, qui est arrivé en 2020 mais qui n'avait pas, je crois de Georgia si je dis pas de bêtises, qui est arrivé en 2020 mais qui n'avait pas le droit de jouer, d'ailleurs pour une raison qui me semble assez bizarre. Sam Neuer est arrivé en provenance de Colorado. J'en avais parlé pendant de la preview de Colorado qui a quelques minutes. Du côté des départs, 2 joueurs draftés l'année dernière, le running back Jermar Jefferson, bien connu, au 7e tour par les Lions, et le cornerback Nashon Wright au 3e tour par Dallas. De la même façon, au départ, il est du côté des Jets, mais il n'a pas été drafté, c'est Amilcar Rashed Jr. qui avait battu les records de fac en sac et en tackle for loss sur la saison 2019 avec 14 sacs et 22,5 tackle for loss. Voilà, c'était un mec qui avait un très gros volume. Du côté de la revue d'effectifs, donc le quarterback titulaire, ça sera donc Tristan Gebbia, j'en ai parlé juste avant. Chase Nolan, le quarterback numéro 2 pousse, mais ça devrait être Gebbia qui sera titulaire cette année. Du côté des joueurs à suivre, Treshaun Harrison, le receveur, devrait être le cible numéro 1. Il a joué simplement 2 matchs en 2020. Il est arrivé en provenance de Florida State, mais sur ces 2 matchs-là, il a montré toute l'étendue de son talent, donc il devrait être plutôt sympathique cette année, sachant que Gebbia a besoin d'un receveur de talent pour faire un petit peu avancer le ballon. Du côté de la défense, le linebacker Avery Roberts était tout simplement le plus gros plaqueur de la Pac-12 l'année dernière, et devrait compter parmi les linebackers qui comptent dans la conférence. À noter que il a fait simplement une performance à 21 plaquages contre Utah l'année dernière, ce qui est quand même assez colossal. Du côté des forces de l'équipe, il n'y a pas forcément de grosses forces, d'accord, mais en tout cas, c'est une équipe qui est accrocheuse et qui est surtout très bien coachée. C'est-à-dire que c'est pas l'équipe la plus talentueuse sur le tapis, c'est pas ceux qui recrutent le mieux, mais ils sont très bien coachés. Et en fait, ça permet parfois de réduire sa différence de talent sur le terrain, et c'est ce qui est quand même le plus intéressant. Et puis, alors, je vais parler en dehors du college football, c'est quand même un programme d'une fac qui réussit plutôt bien sportivement ces dernières années. Le programme de basket sort d'un Final Four l'année dernière, et il y a 2 ans, c'est le programme de baseball qui a été carrément champion national. Donc quand tu es dans une fac qui gagne en sport, forcément ça donne envie de te surpasser un peu aussi. Voilà, donc c'est une fac qui gagne, et c'est quand même plutôt, c'est un environnement qui est plutôt sympathique à évoluer dedans. Du côté des faiblesses, il y a une incapacité chronique à créer des turnovers. C'est tout simplement la pire équipe en FBS ces dernières années. Alors je mets de côté UMass qui n'a pas joué l'année dernière, et je crois que c'est UTSA ou un truc comme ça, mais en tout cas
dans le Power 5, c'est très clairement la pire équipe en FBS. Donc voilà, des playmakers, il faut aussi des playmakers en défense pour créer ces turnovers-là qui sont hyper importants pour gagner des matchs, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont perdu 2 matchs à cause de turnover, donc l'année dernière, donc voilà, que ça leur serve de leçon. Et voilà, il y a un poste de coureur à reconstruire, bien sûr, avec le départ de Jermar Jefferson, qui était quand même au four et moulin des années précédentes, et donc qui a forcément laissé du vide. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Jonathan Smith arrivera-t-il à continuer son travail et installer définitivement Oregon State comme le poil à gratter de la conférence? Parce que je pense ils n'ont pas la prétention de devenir le nouveau USC ou le nouveau Oregon, mais en tout cas, ils ont cette capacité à faire chier tout le monde, pour parler poliment, et notamment faire chier Oregon, puisque l'année dernière, mine de rien, c'était une victoire dans la Civil War, qui a changé de nom d'ailleurs. Kevin, je sais même plus comment elle s'appelle maintenant, je perds un peu dans ces... Ça a plus de nom. Okay, bon. Ils ont peut-être donné un nom de trophée, mais effectivement, c'est plus la Civil War. Ouais. Dans la défunte Civil War, mais en tout cas dans le match de rivalité contre Oregon, voilà, une victoire au forceps, avec du caractère, voilà, des équipes qui sont toujours chiantes à jouer, et je pense que ça sera le caractère de cette équipe d'Oregon. Au niveau du calendrier 2021, il y a 3 matchs interconférences d'entrée de jeu pour commencer, notamment un déplacement à West Lafayette dans l'Indiana pour rencontrer les Boilermakers de Purdue en week 1, et un match qui est pour moi le plus important en fait, parce que ce match-là, il va probablement donner le ton de la saison. Une victoire à Purdue, et c'est probablement un départ en 3-0, puisque derrière il y a Hawaii et Idaho qui est maintenant FCS, donc un départ en 3-0, de la confiance, voilà, un programme lancé sur les bons rails. Et si ça se passe bien, ça peut être un 6-6. Moi, pour moi, personnellement, c'est mon pronostic, c'est 6-6, et ça serait le premier bowl depuis 2013, qui en soi est une sacrée performance pour les Beavers. Alors, ils finissent la saison avec un truc pas très sympa, Arizona State puis Oregon, mais voilà, il y a Colorado, il y a Stanford, il y a Washington State, voilà, il y a des matchs qui sont largement gagnables. Donc moi, je vois bien un 3-0 sur les matchs avant les matchs de Pac-12, et après 3 victoires regrattées. Voilà, on va dire Washington State, Colorado et Stanford, et hop, on est à 3 plus 3, ça fait 6, ball game, un joli cheesy ball ou un truc n'importe quoi, et les Beavers sont très contents. Oui, Gustave. Il me semble que tu as dit au début de ta preview que Oregon State recrutait très mal. Il me semble que c'est la pire classe de recrues de tout le Power 5 depuis 2 ans. Oui, non, ils recrutent. Mais littéralement. Ouais, non, ils recrutent très très mal, et malgré ça, ils arrivent à avoir des résultats sur le terrain qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même c'est une équipe qui est très très bien coachée. C'est-à-dire la marge de manœuvre. Ouais, tout à fait. Après, encore une fois, je pense pas qu'ils arriveront à recruter comme Oregon ou comme USC, mais c'est pas la marque de fabrique du programme, en tout cas. En tout cas, c'est cool de savoir qu'Augustin pourrait être long snapper là-bas, du coup. Eh bien, on reste dans l'Oregon, et on va clôturer la Pac-12, bien sûr, sur ce qui est censé être la meilleure équipe de Pac-12, justement. Les doubles champions en titre. Voilà, les champions en titre, oui. Bon, quel champion d'ailleurs, en 2020, ok. Mais double champion en 2019 aussi. Sur une année normale. Commence pas. Oui, voilà. Bah vas-y, je te laisse parler de ton Oregon. Je sais que ça te fait plaisir, donc vas-y, c'est parti. Toujours, ça me fait toujours plaisir de parler de ce très beau programme. On va recommencer par bilan 2020. Je passerai pas sur l'ambroglio de pourquoi UW n'est pas allé au Pac-12 Championship et pourquoi Oregon y est allé. Donc Oregon a fini sur sa saison sur un 3-2 avec des victoires contre Stanford, Wazoo et UCLA. Puis 2 défaites, donc comme on a déjà parlé, contre Oregon State et California, de 3 et 4 points. Des défaites qui sont, j'y reviendrai un peu plus tard, qui sont assez aberrantes quand on voit le match. Oregon menait de plus de 10 points dans la deuxième mi-temps de ces 2 matchs. Et un craquage mental phénoménal sur la fin de ces 2 matchs qui fait qu'ils auraient dû finir à 5-0 très clairement. Ils avaient le potentiel, l'effectif, le niveau pour finir à 5-0, mais ils ont totalement craqué sur les fins de match. Donc ensuite, ils vont au Pac-12 Championship où ils battent USC 31-24 lors d'un très très beau match. Et ensuite, ils vont se faire éclater au Fiesta Bowl par Iowa State 34-17. Donc on a fini sur un record final de 4-3. Donc on finit quand même en tant qu'on est double champion, Oregon est double champion Pac-12 en titre. Pour le coaching, ça n'a pas trop changé. Mario Cristobal est resté head coach. Joe Moorhead est resté offensive coordinateur. Et vous l'avez déjà abordé lors de la preview,
Group of Five, pardon, Andy Avalos, qui était le défensif coordinateur, est parti à Boise State en tant que head coach. Et il était remplacé par Tim DeRuyter, qui était le head coach de Fresno State de 2012 à 2016 et le DC de California de 2017 à 2020. Pour ce qui est du portefeuille des transferts à Oregon, on ne connaît pas, d'accord, qu'on soit clair. Hein. On ne connaît pas le niveau recrutement, parce qu'on en a 12 qui sont partis cette année, il y en a littéralement 0 qui sont arrivés via le portal. Les plus gros départs, ça reste quand même Andrew Faoliu et Cyrus Abubilikio, qui était le running back short yardage d'Oregon, qui a pris beaucoup de TD à CJ Verdell, qui devrait récupérer cette année, et qui ont tous les deux suivi Avalos à Boise. Tyler Shogg, qui est le QB titulaire, est aussi parti à Texas Tech. Et ce qui est pour moi la plus grosse perte de cette off-saison en portail des transferts, c'est le départ du linebacker Isaac Slade Matautia, qui était le leader de la défense, qui était un excellent cover linebacker. C'est arrivé assez tard dans la off-saison, c'était il y a à peine un mois, je crois. Il est parti à SMU. Alors j'ai vu récemment que c'était à propos ce serait familial. Apparemment, la situation familiale n'était pas tenable à Oregon. Peut-être qu'il s'est rapproché de sa famille à SMU, donc voilà, c'était pas du football, c'était du personnel, et donc il est parti à SMU. Pour l'off-saison, relativement calme, si ce n'est forcément, on n'en a pas parlé avec la Pac-12, on n'a pas l'habitude, mais les problèmes juridiques de deux starting DB, qui sont DJ James et Jamal Hill, début août, donc problème, comme tu as dit tout à l'heure, arme à feu, tout ça. Hein. Donc Cristobal a annoncé que les deux étaient suspendus internement. Oregon is the new Florida of the Northwest. Commence pas à dire des gros mots, toi, s'il te plaît. Donc suspendu internement. Hein. Pour une durée limitée, Cristobal n'a pas annoncé un match. Et quand on voit le début de calendrier d'Oregon, on y reviendra plus tard, ça risque d'être très très funky pour la défense des Ducks. Pour ce qui est de la recruiting class, là par contre, c'est pas Oregon State. Hein. Là par contre, on arrive dans le top du pays. Alors j'ai pas modifié mon truc, mais c'est pour 2021. C'est la 9e classe nationale, première en Pac-12. 18 joueurs, dont un 5 étoiles qu'on a recruté du Texas, Kelvin Banks, offensive tackle. 7 4 étoiles, dont Trejon Williams, qui est safety, 13e de sa position. On a recruté in-state à Portland. Et Tanner Bailey, pocket passer QB, qui vient de l'Alabama. Et chose importante, j'y reviendrai aussi après vis-à-vis de l'O-line. Il y a quand même 5 O-line dans cette classe, dont Kelvin Banks, le 5 étoiles. Grosse volonté et gros besoin de renouveler cette position pour les Ducks. Pour l'effectif en général, donc le QB starter, ce sera Anthony Brown, qui a transféré de Boston College l'année dernière. Il a été 3 années starter là-bas. Il aurait pu starter l'année dernière, sauf que la off-saison qui a tronqué le Covid qui a tronqué toute la off-saison, ça lui a pas facilité les choses. Du coup, c'est Tyler Shogg qui a starté. Sa seule apparition, c'est dans le Pac-12 Championship. Il était un peu red zone quarterback, un peu mobile, read option, et il marque 2 TD dans ce match-là. Cristobal a annoncé pendant le Pac-12 Media Day, là, il y a 2 semaines, que Brown serait le starter, et je cite qu'il avait largement mérité ses first team reps. Voilà, il a fait un très très bon camp, il est très solide, donc il startera week 1. Peu de chance d'avoir une rotation au poste, en sachant que ces 3 backups sont 3 freshmen. Donc Butterfield, Thompson, qui sont plus ou moins 2A, 2B, on va dire, et Bobby Ashford, qui est aussi membre de l'équipe de baseball. Pour ceux qui nous suivent sur France 2, qui savent que voilà, je suis énormément l'équipe de baseball et Bobby Ashford en particulier. Et d'ailleurs, chose très intéressante, Brown et Thompson, qui sont tous les deux quarterbacks, portent tous les deux le numéro 13. Et je crois qu'il y a aussi un DB qui porte le numéro 13 à Oregon, ce qui doit rendre les entraînements très très faciles pour les coachs, pour les tapes et tout, ça doit être vraiment sympa. Pour ce qui est de la O-line, parce que forcément, quand on parle de Mario Cristobal avec un Alex Mirabal en coach O-line, on pense forcément Oregon O-line, quoi. Donc, faut savoir que Oregon en 2019 était passé de la O-line la plus expérimentée du pays au niveau des starts à une O-line à 1 start cumulé parmi les 5 starters des One. Donc, ça fait un gros déficit pour la saison dernière. Mais cette année, voilà, là, ils ont une année, même si elle est tronquée, ils ont une année en commun sous la ceinture. Ils sont tous upperclassmen, donc soit junior, soit senior. Le petit bémol que j'ai, c'est qu'il y en a 3 qui sont des transferts de petits programmes. Et à noter qu'il y en a un qui était dans la même high school que Justin Herbert et son frère, la Sheridan High School de Eugene, à Eugene même, dans l'Oregon. Pardon.
Donc aucun changement est prévu pour la O-line. Les 5 starters seront là toute la saison. Mais encore une fois, Cristobal par contre a annoncé qu'il y avait beaucoup. Encore une fois, il a recruté beaucoup de O-line, donc potentiellement des O-line qui seraient peut-être en mesure d'entrer en compétition pour quelques snaps, à savoir ensuite si c'est une déclat sincère, est-ce qu'il y a vraiment le potentiel pour avoir une compétition en line, ou est-ce que c'est juste un moyen de motiver ces freshmen. On verra ça fin août sur les premiers matchs, voir si on a une vraie rotation ou pas. Star joueur à suivre, on aura CJ Verdell, running back, le junior, qui est un top, pour moi, top 5 running back du pays, qui est un très très bon running back. Micah Pittman, le receveur. Alors je vais pas vous embêter avec les frères d'eux, parce qu'au Oregon, il y a que des frères d'eux, des fils d'eux, voilà. Il n'y a que ça, mais qui est le petit frère de Michael Pittman, qui était receveur à USC et qui est maintenant chez les Indianapolis Colts en NFL. Faudra garder un œil aussi sur un autre petit frère, Travis Dye, qui est running back, avec son style toujours particulier, qui paye pas de mine, qui est très très simple, pas de gants, pas de wristband, pas de rien du tout, mais extrêmement efficace, et surtout dans le passing game. L'année dernière, il fait 239 yards et 4 TD en seulement 9 catchs. C'est très très utilisé dans le jeu de passe, c'est une bonne soupape de sécurité pour le QB. Et défensivement, je sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais voilà. Oregon a quand même un joueur qui s'appelle Kevin Thibodeau dans son effectif, qui n'est que sophomore et qui sera sans en douter un des top 5 de la prochaine draft, si ce n'est top 1. Il sort de 2 grosses saisons quand même, notamment ses Pac-12 Championship, où sur 2 matchs, il a quand même 18 pressions QB, 10 plaquages, 4,5 tackles for loss, 3,5 sacs, et surtout, ce qui est rare pour un D-line, un titre de MVP du Pac-12 Championship 2020. Petit joueur à suivre quand même pour moi, ce sera Justin Flo. Il y a Zappa qui nous a posé une question à son propos là, dernièrement. Justin Flo, il faut savoir que c'était un consensus 5-star, 11e joueur du pays, premier inside linebacker en 2020. Il s'est blessé, il s'est pété je sais plus exactement, mais il était out de saison dès le début du premier match de la saison. Donc grosse hype autour de lui. Il peut faire une doublette, mais totalement monstrueuse dans les années à venir, avec un autre petit frère encore, Noah Sewell, qui est le frère de Penei Sewell. Et surtout que avec le départ de Isaac Slade Matautia, il est censé starter au poste d'outside linebacker. Et chose à noter d'ailleurs, qu'à suivre, que si jamais Flo start ou même joue, Oregon aura sur le terrain défensivement 3 des 5 meilleurs joueurs les mieux notés jamais recrutés par le programme, ce qui devrait donner une défense d'assez gros niveau. Les forces de l'équipe pour moi, c'est les corps de receveurs et de running back. Le corps de receveurs, tu parlais Gus tout à l'heure de celui de USC. Celui d'Oregon, il a vraiment rien à envier à celui de USC, avec Micah Pittman, Jalen Reed et Johnny Johnson III qui sont starters. Encore une fois, un week 1 contre Stanford, regardez juste le premier catch de chacun et vous comprendrez que ça reste quand même des joueurs spéciaux. Encore une fois, pas hyper flashy, mais c'est des joueurs qui savent faire le taf. Je crois qu'il y a 2 seniors parmi les 3. C'est vraiment une très bonne escouade de receveurs. Et en plus, ils ont ajouté Devon Williams, le redshirt sophomore qui a transféré de USC en 2018 et qui était carrément le leading receveur d'Oregon en 2020. Et des recrues de malades. Comment ça? En receveur? Vous avez accueilli Troy Franklin. Troy Franklin, non effectivement, il y a Troy Franklin qui fait des merveilles là en summer camp. Effectivement, je ne l'ai pas noté, je m'étais trompé de recruiting class, mais effectivement, Troy Franklin est là cette année. Ce qui fait que en cas de problème ou même en cas de rotation, il n'y a pas un si gros letdown en fait, si jamais on en perd un ou on fait une rotation, donc c'est vraiment pas mal. Et Troy Franklin, de ce que je vois sur les insiders, très 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 gros été de sa part. Et si je peux me permettre, vous avez aussi un receveur qui devait arriver à Notre-Dame dans la classe 2022. Bon, vous aurez le temps de le voir à Oregon les prochaines années. C'est Teteora McMillan qui vient, je sais pas s'il vient de Mater Dei ou bref, il vient de Californie, mais c'est vraiment un receveur incroyable, hyper impressionnant à voir jouer. Bon, il a commit à Oregon. J'ai vu que il y avait une grosse hype autour de son commit là à Eugene. Et donc bien sûr, en parlant des duos de running, le duo Verdell-Dye qui devrait beaucoup aider Anthony Brown, parce que du coup il n'aura pas tant à passer la balle que ça, et ça reste quand même l'un des meilleurs amis d'un nouveau QB. Ça reste quand même un bon running game. On n'en parle pas beaucoup dans le jeu d'Oregon, mais il faudra aussi compter sur le tight end DJ Johnson, qui est un ancien D-line, mais qui fit énormément bien le système offensif d'Oregon. Il est souvent
alors là on va parler technique, excusez-moi, il est souvent en block backside, voilà, sur le système de zone d'Oregon. Et si vous regardez le match contre USC, les 2 TD qui marquent, c'est en fait la défense croque tellement dans son bloc. En plus, c'est un gros gars, un ancien D-line, il doit faire 6-6 ou 6-7 et personne le suit. Et puis il part en release dans le flat, il marque des TD tout seul. Voilà, c'est ça, il fit très très bien ce que fait Moorhead en attaque. Les faiblesses pour moi, ce sera les DB. Et j'y viendrai après, la jeunesse de l'effectif. Les DB, pourquoi? Parce que les 4 starters 2019 sont partis en NFL. Donc Holland, Breeze et Graham avaient opt-out en 2020. Donc le point positif, c'est que ça a permis à leur backup de prendre 7 matchs d'expérience. Ils ont pu vraiment, même si c'était une saison tronquée, ils ont quand même ces 7 matchs sous la ceinture pour faciliter la transition. Donc il reste entre autres Veron McKinley III et Michael Wright, 2 sophomores. Michael Wright, très très impressionnant. Je l'ai vu là sur les tapes où il a totalement shutdown. C'était Simi Fehoko, le receveur de Stanford, qui avait juste éclaté UCLA. Je crois qu'il leur met 16 catchs. C'est le joueur qui a le plus gros match à la réception en NCAA l'année dernière. 16 catchs, 216 yards, 3 TD, je crois. Et Wright l'a totalement shutdown. Il fait un énorme match sur lui. Donc à suivre pour moi. Et il y aura Jordan Apple aussi, qui est l'un des seuls seniors de l'effectif, qui est strong safety, qui a transféré de Boise l'année dernière, qui est le seul upperclassman des 11 défenseurs projetés en défense. Et là, par contre, j'en parlais tout à l'heure, mais les suspensions de JJ James et Jamal Hill risquent de faire du mal. Et parce que notamment, on a légèrement Ohio State à Columbus en week 2. Et va falloir aller piocher dans les backups, ce qui n'était pas forcément prévu à ce poste, surtout avec le nombre de départs. Et la deuxième faiblesse pour moi, ça reste la jeunesse de l'effectif. J'ai fait le calcul. Il y a 75 freshmen ou redshirt freshmen sur un effectif de 122 joueurs. Ça fait, je crois, à peu près 60% de joueurs qui sont freshmen. C'est énorme. Et seulement 8 seniors, dont 5 sont des transferts. Donc il n'y a que 3 seniors dans l'effectif qui sont ce qu'on appelle home ground, donc qui ont fait toute leur carrière à Oregon. Et en plus, dans ces 3 seniors, il y en a 2 qui sont receveurs et un tight end. Et encore, le tight end est 6e dans la depth chart. Il revient de 2 ans de blessure. Donc la faiblesse pour moi, c'est ce potentiel gros déficit de leadership. C'est un effectif très très jeune et sur certains matchs, on l'a vu l'année dernière, comme ce que je disais, sur les fins de match, Oregon perd des matchs contre Cal et Oregon State parce que voilà, il y a ce manque d'expérience, il y a ce manque de faculté, je vais utiliser des termes anglais, je suis désolé, de situational awareness, de savoir quoi faire à tel moment, comment, surtout surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et clairement, sur ces 2 matchs-là, il y avait ce manque-là. Question que tout le monde se pose, elle est un peu particulière, c'est qu'on a ce constat avec Oregon, c'est que est-ce que l'offense va être capable de revenir au niveau Mariota Herbert qu'on avait ces 10 dernières années, avec un nouveau changement de QB. On a une sorte de cycle à Oregon au poste de QB. On a un QB qui est Heisman ou top 5 Heisman, qui est top 5 draft pick à la NFL. Et puis après, on a 2-3 années un peu tangentes où on fait venir pas mal de grades de transfert qui servent de transition avec du bon ou du moins bon. On l'a vu avec... on a eu Vernon Adams et Dakota Prokop après Mariota. Là, on vient d'avoir Tyler Shaw qui était pour moi pas un gros plus. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que Anthony Brown sera ce plus après le départ d'Herbert il y a 2 ans, et surtout, est-ce qu'il pourra assurer une bonne transition avec les 3 freshmen qu'il y a derrière lui. Et la question d'après, c'est vers quel freshman s'oriente la succession. Pour l'instant, ce serait Ty Thompson, mais ça reste encore très très ouvert. Conclusion sur la saison, très clairement, on va pas se mentir, le match à ne pas manquer, c'est le match contre The Ohio State University à Columbus le 11 septembre. Dès la 2e semaine, c'est le match qui très clairement décidera de l'avenir de playoff d'Oregon. Parce que là, on ne parle pas de victoire de division, on ne parle pas de victoire en conférence pour Oregon, forcément, on parle de playoff, NCAA. Et voilà, le plus de ce calendrier, c'est qu'on l'a abordé, il n'y a pas d'USC cette saison, ce qui est déjà un point positif. Par contre, Stanford, Washington, UCLA et Utah à l'extérieur, ce qui est vraiment pas un cadeau. Et forcément, j'ai mis des gros guillemets pour la Civil War en clôture. Je suis pas aux États-Unis, donc moi je continue de dire Civil War, j'ai pas de problème avec ça. Qui se jouera d'ailleurs à Eugene cette année.
Pour moi, j'ai mis un record de 9-3 à la fin de la saison, 7-2 en conf. Surtout avec les absences des 2 DB là, que j'ai cités, Hill et James, je vois pas Oregon contenir. Surtout, je sais pas qui est-ce qui va défendre sur Olave, mais si vous avez des fantasy NCA, n'hésitez pas à mettre Olave contre Oregon, je pense qu'il va faire très très mal. Après, le truc, c'est que vu que personne dans la Pac-12 n'est capable de battre tout le monde, c'est le gros problème de la Pac-12 ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas de clair leader et qu'il y a toujours les leaders qui ont des défaites de merde contre des équipes contre qui ils doivent jamais perdre, Oregon compris d'ailleurs. Même avec 3 victoires et 7-2 en conf, Oregon devrait pouvoir accrocher un Pac-12 Championship. Même si faut pas se le cacher, si jamais on est sur cette hypothèse de 9-3 au total, les playoffs, dans le format des playoffs à 4, surtout avec la fameuse défaite contre Ohio State, ce sera oublié, quoi. Donc j'espère, très honnêtement, j'espère qu'on puisse aller. Faudra aller gagner des matchs à l'extérieur, parce que de toute façon, tous les matchs à l'extérieur sont des gros, donc il faudra aller gagner à l'extérieur. Je vais faire très très mal à Robin. D'ailleurs, on lui passe un gros bonjour. Hein. Dans mon pronostic, l'une des défaites à l'extérieur, c'est UW, c'est Washington. Et j'ai même mis une défaite à domicile contre Colorado parce que malheureusement, Oregon nous a habitués à ce genre de petites défaites dans la saison, des défaites que personne ne voit venir et qui pourrissent totalement la saison. Et donc voilà, faudra faire attention à un upset à un moment de l'année parce que malheureusement, Oregon est habitué à ça. Et voilà, et bien merci, tu as clôturé Kev la Pac-12. On espère, on aimerait avoir vos pronostics bien sûr dans les commentaires ou dans les échanges Twitch qui arrivent. En tout cas, on aimerait savoir, on verra. Oregon USC quand même les gars, pour finir au niveau prono, Oregon USC la championship. Je pense, ouais. Ouais. Je pense que même là, tu vois, moi j'ai mis défaite d'Oregon à Washington, mais je pense que même sans le match-up direct, Oregon aura un meilleur record que Washington, et je pense que ça ne devrait pas trop changer sur le résultat final des 2 divisions. Donc notre prono principal, Oregon USC pour le Pac-12 Championship. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très très bientôt pour l'ACC qui sera la dernière preview, et en même temps, on tient à vous le rappeler, mais avant les matchs pour les kick-off week-end college football, on aura Baptiste et certains d'entre nous, et puis même vous pourrez être invités sur des live Twitch, voilà, 1 heure avant les coups d'envoi, donc entre 5 et 6 heures principalement. On vous remettra ça chaque week-end, on vous redira. Et puis en même temps, on sera sur Twitch pour regarder des fois, en pleine nuit, on regardera le match. On commentera, on réagira tous ensemble en regardant des matchs en commun. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On regardera le Montana-Washington. Hein. Exactement. Je l'attends. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Et comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.